Allô! Gros épisode cette semaine. Je m'entretiens avec Marc Brunet, l'auteur émérite. Auteur que j'admire, auteur qui a un gigantesque impact sur ma carrière. On n'a jamais traîné ensemble, c'est la première fois que je le rencontre. Il n'y a pas d'impact direct, mais depuis que je suis tout petit, je regarde son œuvre et je veux être cet homme-là. Je veux la carrière de cet homme-là. Je veux jouir de la liberté dont il jouit. Je suis tellement jaloux de ses collaborateurs et je suis tellement jaloux du plaisir dans lequel il fait tout ce qu'il fait. Je veux dire, Couple ouvert, c'est beaucoup du Marc Brunet. C'est du quelqu'un que j'aime, ma blonde. On déconne, on s'amuse avec d'autres gens que j'aime, mes invités. Il y a une simplicité, il y a un lien fort avec le spectateur dans l'œuvre de Marc Brunet. Je trouve que souvent à la télévision, tout est compliqué, tout est complexe, tout est lourd, pas dans les œuvres de Marc Brunet. Tout a l'air fait. T'as toujours l'impression d'assister à des amis qui ont fait des vidéos puis tout le monde dans son sous-sol. C'est ça l'œuvre de Marc Brunet. C'est d'une simplicité et c'est d'un talent et c'est d'une finesse et c'est d'une intelligence. Mon objectif, c'est d'être genre à 10% de ce que Marc Brunet fait. Si je réussis à faire ça, je vais être un grand artiste. Alors, c'est un des gars qui a un grand impact dans ma carrière. C'est un de mes modèles, c'est un de mes héros. Alors, dans l'épisode, il y a des moments vraiment bizarres où j'essaie de faire rire mon héros, puis ça marche pas, puis il comprend pas. Alors, il y a beaucoup d'épisodes, pas d'épisodes, mais il y a beaucoup de moments où j'ai l'air d'un abruti devant mon héros. On dirait vraiment, moi, devant une power belle fille, puis je perds mes moyens. Alors voilà, c'est dit. Marc Brunet et Pénélope Cruz. Marc Brunet, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a créé et qui a écrit Like Moi. C'est lui qui a créé et écrit 3600 secondes d'extase. C'est lui aussi qui a créé et écrit Le cœur a ses raisons. C'est lui qui a créé et a écrit Les Bobos. C'est lui qui a créé, pas créé, mais qui a écrit en grande partie, qui a formé La fin du monde est à 7 heures. Normalement, un grand artiste a une ou deux œuvres cultes. Il y en a genre 5. Tout ce que Marc fait est marquant. Tout ce que Marc fait créer des talents, c'est unique. L'impact qu'il a sur l'humour, l'impact qu'il a sur la création est monumental. Je suis vraiment touché qu'il ait passé du temps dans mon studio. Je sais qu'en tant qu'auteur, il aime pas ça, parler de lui dans un micro. Fait que je l'ai fait souffrir pendant 1h30. C'est ce que je fais, moi, à mes héros. Je les fais souffrir. Puis après, je me demande pourquoi ils me bloquent sur toutes les plateformes. Bref, vous n'avez pas cliqué pour m'entendre parler. Vous avez cliqué pour entendre un homme monumental, un homme... Même si, ce qui est génial de Marc, c'est que même s'il est gigantesque dans la culture québécoise, il est super normal. Si j'avais 1% du talent de Marc, je serais tellement désagréable. J'aurais des lunettes fumées. Je parlerais de moi à la 3e personne. Je dirais, ouais, il va bien. Je serais méchant. Je serais weird. Je crierais. Tu sais, je suis déjà un peu qu'est-ce que je viens de décrire et je suis très loin d'avoir 1% du talent de Marc. Alors, c'est bien tombé. C'est bien tombé. Alors voilà, je l'ai dit tantôt, je me tais, je laisse toute la place à Marc Brunet. Bon podcast. Oh ouais. Merci infiniment de venir au podcast. Je suis touché. La dernière fois que j'étais aussi touché, c'est avec Claude Crest. C'est à ce point-là. À ce point-là. Merci de m'inviter. C'est un plaisir. Ben voilà. C'est un plaisir. Commençons abruptement. D'accord. T'es né où et en quelle année? Je suis né en 1963 j'étais-tu à Laval? Pont-Vieux, Laval, dans ce coin-là. OK. Je suis un gars de Laval. T'es un gars de Laval? Ouais. Quel truc? Le plus beau nom qu'il peut y avoir pour un quartier. Chemédé? Fabreville. Fabreville! C'est pas là la prison, hein? Mon Dieu, non, je pense pas. Excuse-moi, je mélange. Je suis pas. Je sors quelqu'un avec une fille de Laval, mais je comprends rien à Laval. Faut non, la que prison, c'est. Moi, je sais où, mais non, c'est pas là pantoute. OK. Et ta jeunesse, ça ressemble à quoi? Très paisible, très agréable. Petite jeunesse dans les années 70 en banlieue. Donc, très agréable. Tu fais du bicycle, tu te promènes, tu pars de chez vous à 8 h le matin, tu reviens à 5 h le soir, personne ne s'occupe de quoi que ce soit, personne ne pose de questions. Tes parents travaillent, tu as une clé.
Très agréable. Ah, tu décris ma vie, je suis content. Bon. Mais à Montréal, des années 90. Non, mais tu sais, puis pas de menace, pas rien de stressant. C'est agréable. Puis à l'époque, il y avait du bois à Laval. C'était Il y avait du bois. plus joli qu'aujourd'hui. Oui, on faisait plein de choses. On allait grimper dans des arbres, parfois on s'improvisait pompier volontaire en allant éteindre des incendies dans les champs. Pardon? Oui, il y avait des feux dans les champs à Laval, fait que notre mission, on va aller éteindre les feux. Est-ce que c'était prudent ou est-ce que ça servait à quelque chose? Non, mais on était là, 3-4 petits gars de 12-13 ans. En short? En short, avec nos bicycles. Ah, vite! Le feu s'en va par là, attention! C'était la chose la plus dangereuse au monde. Ben oui! OK, mais que t'étais faite pour être humoriste. Ben oui, mais non, C'est comment ça a commencé là? Tant qu'à choisir, choisissons le plus peux pas- absurde. Aïe, aïe! C'est extraordinaire. Est-ce que t'avais d'autres activités complètement loufoques que tu faisais enfant? Mon Dieu... Quoi d'autre? Mon Dieu... plus jeune, j'avais une agence de détective. OK. Mais ça, quand j'avais 7-8 ans. Là. Je suis tout oui. T'es à Laval, t'as ton bicycle, tes parents travaillent, t'as une clé. Bon, trouve ton agence de détective, c'est certain. J'étais plus vieux que ça, j'avais peut-être 8-9 ans. Alors, avec des amis, c'est ça. Puis quand il y avait, mettons, un vol dans le quartier, on allait discrètement enquêter. Ton équipe et toi, vous étiez combien? On était 3. OK, t'étais 3. Oui. T'étais le chef, j'imagine? Oui, parce que c'est moi qui étais le plus enthousiaste. T'avais juste 2 personnes qui te suivaient. Et Pourquoi pas? Comment vous enquêtiez sur ces Je crimes? t'explique. Mettons, il est arrivé, il y avait eu un... Je me présente... mettons, il y avait eu le vol chez M. Pelletier, dans la rue. Alors là, pendant le jour, il était pas là, fait qu'on allait à l'extérieur, et puis on relevait des indices. C'est-à-dire, ils sont rentrés par la fenêtre du sous-sol, on mesurait la fenêtre de l'extérieur, et on notait ça. On n'a jamais résolu de crime. Puis une fois, il y avait eu un hold-up dans un garage à Sainte-Rose. On était partis à vélo. On s'était rendu au garage, puis on avait fait notre enquête aussi. Puis on avait vu, il y avait de la boîte et tout, puis il s'en allait dans le champ. Fait qu'on avait marché dans le champ, puis à un moment donné, on avait perdu les... Ça, c'est là où on s'est rendu le plus loin, c'est ça, là. Mais c'est extrêmement dangereux. Tout était dangereux dans ce Un homme qui vole un garage. Mais les années 70, pour les enfants, c'est excessivement dangereux. On bicycle pas de casque, on allait éteindre des feux, on combattait le crime. Il n'y avait rien qu'on faisait pas. Tes parents n'ont aucune idée d'où? Jamais eu aucune idée. Ils peuvent pas t'appeler. Tu peux pas les appeler, c'est vrai. Non, aucun problème. Ah, génial. Comme je te dis, tu disparaissais à 8 h le matin, puis tu revenais à 4h30, 5 h le soir, puis personne ne posait de questions. Personne, hein? Mais non. À un moment donné, tu allais luncher, ou tu t'appelais, tu disais, j'ai lunché chez tel ami ou tel ami, puis là, à un moment donné. Ah, c'est génial. Est-ce que tu faisais de l'art quand tu étais enfant? Je sais que tu étais très occupé de ton entreprise de détective. C'est ça, j'avais mon agence de détective, puis pompier volontaire. À un moment donné, il y a une... Pas le temps pour l'art. Pas le temps pour la limite à ce qu'on culture. peut faire dans la vie. Non, mais à l'école, j'étais toujours porté vers tout ce qui était créatif, sketch, etc. Là. OK, déjà, enfant, tu Oh, écrivais des trucs. Ah, wow. Exact. Mais dans ma vie personnelle, j'étais vraiment plus axé sur tout ce qui était sécurité publique. Génial. Tu te diriges vers quoi en tant que... Est-ce que enfant, tu voulais devenir artiste ou... Je n'étais pas précis. J'avais pas de plan précis, ce qui m'a amené à faire des jobs particuliers. Mais j'avais pas de... Je me disais, à un moment donné, je vais trouver quelque chose. À un moment donné, je vais évoluer vers quelque chose dans lequel je vais être bon, puis dans lequel Tu errais. je serai payé grassement, idéalement, et que je vais me faire des amis. Je trouve que c'est une excellente manière de voir les choses. Ben, c'est pas mal ça qu'on veut, tu sais. Ouais, je me rappelle quand j'étais allé à l'école nationale de l'humour, Nicolas Boucher avait dit qu'est-ce que vous voulez faire, puis chacun disait qu'il voulait changer la société, puis faire tomber le capitalisme en faisant du stand-up. Puis moi, j'avais répondu juste me faire des amis. Faire tomber le capitalisme en faisant du stand-up. Non, j'étais pas dans la même année que Fred Dubé, mais il y avait du monde qui était très motivé par Fred Dubé. Moi, j'étais juste me faire des amis. On m'en a ri de moi. Mais tu vois, aujourd'hui, regarde. J'ai pas d'amis, mais puis le capitaliste, je suis en train de faire tomber. Mais tu vois, qu'est-ce que... Ouais. Mais ça vient avec le temps. À un moment donné, tu as fait le tour. Tu dis, bon, je vais m'attaquer au capitalisme. Tu vas m'amener Ben oui. quand c'est gagné. C'est quoi ta première job? Que du bon? Première job. Première job officielle. Je sais pas, tu te rappelles les magasins Woolco? Malheureusement, non.
Non, OK, c'était l'équivalent d'un Walmart, mais des années 70. Alors, ma première job, j'étais préposé au rayon des sports. Oh. Et puis, très, très hot. J'étais tout seul dans le rayon des sports. On m'a montré comment j'avais 15 ans. Comment marchait la caisse et tout, et tout, et tout. Et ma première fin de semaine, j'ai participé sans le vouloir à un hold-up. Veux-tu m'expliquer ça? Parce qu'à cette époque, dans les années 70, au magasin, dans le rayon des sports, on vendait des armes à feu. Mais qui étaient à air comprimé. Fait que ça lançait des petites flèches comme ça. Là, j'ai quelqu'un qui se présente à ma caisse. Moi, pimpant comme le soleil, je l'accueille. Et qu'est-ce que je peux vous aider? Ah, les revolvers qui sont là, est-ce que je pourrais voir? Ben, c'est des affaires à air comprimé. J'y monte, bien sûr. Voilà. Je connais absolument rien là-dedans. C'est à peine si je suis capable d'ouvrir le case où est-ce que ça se trouve. Et là, il me dit, parfait, je vais le prendre. Est-ce que je peux le payer à la caisse à l'avant? Bien sûr, aucun problème. 10 minutes plus tard, Antoine, les alarmes partout. Le gars, il a fait un hold-up à la caisse à l'avant avec l'arme que je lui ai donnée. Alors, bien sûr, moi... Ils ont retrouvé la boîte dans un comptoir quelque part, puis il est arrivé avec son gun à la caisse. Fait que ça a été ma première fin de semaine. Mais ils m'ont gardé. Oh, wow! Oui. Mais je pense qu'ils n'ont pas fait le lien que j'y avais donné. Et moi, j'ai pas été volontaire avec l'information. C'est ça. Non. Genre, il est allé dans le rayon des sports, puis qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis là, il est parti avec ça. Fait que, génial. Fait que ça a été ma première expérience professionnelle. Ah, génial. Ensuite, j'ai été au cégep, j'étais... T'étais ça à Montmorency? Non, j'étais à Brébeuf. Oh, OK, cool. Voilà. J'étais agent de... Donc, je veux dire détective, undercover, chez Jean Coutu. Oh non, t'étais celui qui pogne les gens à voler des condoms. Oui, celui qui se promène avec un sac à dos et un tube de pâte à dents dans les mains pendant 8 heures. Pardon, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Ouais. Pardon, qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu te promènes dans les allées en faisant semblant que tu es un client. Mais habillé normalement. Habillé normalement. Puis là, tu repères les gens qui possiblement ont fait du vol à l'étalage. Puis une fois qu'ils passent la caisse, tu bondis comme une panthère. Puis t'es arrêtes. T'as jamais vu des petites madames terrorisées d'avoir volé un mascara. Ah, c'est incroyable comme job. C'était très drôle. Mais j'adorais ça. J'adorais ça. C'était merveilleux. C'était merveilleux. J'adorais ça. Quel bel job. Oui. Fait que si tu veux attraper des voleurs à l'étalage, tu te tiens dans les produits naturels, dans le maquillage, où tu as en général 2 adolescentes et plus, c'est certain, et les lunettes de soleil. Parce que les lunettes de soleil, ils se les mettent sur la tête, là, ils en regardent d'autres, ils les lèvent, ils en essaient une autre, ils enlèvent la première paire, puis ils partent avec ceux qui ont sur la tête. Brillant! Ouais. Là, tu savais ça. Ben oui. C'est de la... Mais c'est très valorisant. Parce que si t'arrêtes, il y avait quelque chose de justicier là-dedans, puis en même temps, ça avait pratiquement aucune conséquence pour les personnes que j'arrêtais. Fait que... t'appelais pas la police, c'était juste « Ordonne-moi le mascara ». Toi, reviens, puis ici, mon coquin, tu sais. Puis il revenait la semaine prochaine, parce que pourquoi pas? Non, parce que, ils m'avaient vu, puis... Ils ont peur. Ils craignaient mon... Je comprends ça. Ils craignaient ton autorité. Oh, c'est ça. T'as fait quoi après? T'as le meilleur job, c'est incroyable! Non, je sais. Après ça, je me suis ramassé comme coordonnateur d'événements spéciaux en fait, en premier chez Labbé, le grand magasin Labbé, pour tous les magasins Labbé du Québec. Et c'est ce qui consistait à organiser l'arrivée du Père Noël, booker des défilés de mode. Oui, parce que pour savoir les tendances, tu vas un mardi... Non, c'est pas moi, je m'occupais pas du tout du contenu. Non. Mais, job assez facile, je dirais, quand c'est quelque chose qui t'intéresse pas particulièrement. Ce qui est parfois le rêve, avoir une job facile qui paye bien. Quand tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie, là, c'est ce qui était mon cas, c'est la chose la plus agréable au monde. J'arrivais à l'heure que je voulais, je partais à l'heure que je voulais, qui déjà pour moi est extraordinaire. Je faisais des affaires qui étaient absurdes et qui ne mettaient personne en danger et qui n'avaient aucune conséquence sur la vie en général. Et puis, quand je m'en allais, je m'en allais. Puis personne ne mourait si je faisais mal ma job. Ouais, non! Le défilé de mode était tout croche, mais au départ, exactement. C'est tout croche, hein? La Dieu. barre n'est pas très haute. Voilà. Est-ce que des fois, tu travailles avec des gens très zélés qui voulaient faire le meilleur défilé de mode et qui croyaient qu'ils étaient à Milan? Sûrement, mais j'étais imperméable à leurs ailes. Fait que je m'en rappelle pas.
Oh, génial. Ça fait que c'est comme... mais très, très agréable, très facile. Puis tu suis les saisons, tu vois passer le temps. Ah, c'est l'Halloween. On fait tirer des citrouilles. Ah, Noël s'en vient. C'est Pâques. Retour à l'école. Et voilà. Et des fêtes inventées juste pour la folie de l'été. La folie de l'été. C'est minable. Mais, qui consistait à un tirage. C'est la folie de l'été. Et probablement un audacieux défilé de mode de maillot de bain. Ah, mais génial. Non, mais c'est une belle veillée. Tu manges une crème à mais glace. quand même, maillot de bain, mais on s'entend que c'était quand même family friendly. Je comprends. Fait que t'avais beaucoup de jolis paréos, puis de... On se promenait pas, là. Je comprends ça. Est-ce que tu fais de l'art pendant ce temps-là ou... Ah, tout. Zéro? Non. Ah, génial. Ben Tu veux-tu en faire? Ben, rendu là, je me dis, ben, éventuellement, il faudrait bien que je fasse quelque chose de ma vie, de concret. Parce que je suis passé des magasins Labbé et, fort de mon succès, le centre d'achat Rockland est venu me chercher. Je trouve extraordinaire à booker la folie de l'été. Fait que, Là, ça nous prend Marc. c'est ça. Fait que là, je reste là 1 an et demi à rebooker les mêmes événements, mais pour un centre d'achat. Et là, on me dit, la directrice régionale veut te rencontrer. Et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de gros. Et on m'offre d'être directeur des événements spéciaux pour les promenades de la cathédrale, un autre centre d'achat. Je deviens le boss de mon centre d'achat. Ce à quoi j'ai répondu non merci et j'ai donné ma démission. Parce que j'ai dit, si je fais ça là, that's it. Je vais être enivré par le monde merveilleux de la folie de l'été, on s'en cache pas. Fait que... Mais t'as vécu l'intrigue de The Office britannique. Jim, dans le truc britannique, il vit ça. Dans le centre d'achat? Il vit ça dans le monde des papiers, le britannique. Là, moi, je préfère celui qui est britannique. Il est dans un truc de papeterie. Je l'ai vu, mais ça fait tellement... Hier, il s'en fout, puis à la fin, on lui offre un poste important. Puis il se dit non, il faut que je devienne psychologue. Puis il se réinscrit à l'université. Il se dit c'est le moment où. C'est génial! Wow! C'est ça. C'est exactement l'intrigue de The Office. Pareil. Pareil. Puis tout ce temps-là, t'es qu'un autiste. Voilà. C'est ça. Tout l'humour de The Office américain, pas de britannique, mais américain, c'est un gars absolument beau qui écœure un autiste. Un gars d'Asperger, puis qui est trop intense. Puis c'est ça. Ils ont fait une saison avec ça. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que j'ai donné ma démission. Avec quoi? T'avais de quoi devant toi ou zéro? Rien. Wow! Et je me suis inscrit à l'école de l'humour. Wow! En tant qu'humoriste ou en tant qu'auteur? Ah, auteur. OK. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Ah? Qu'est-ce qui te pousse à passer de... Pendant ce temps-là, j'ai quelques amis qui font de l'humour. Je vais à des soirées d'humour, je vais à des... Puis là, je me demande... L'arrogance étant ce qu'elle est. Je suis capable de faire ça, moi. Mm-hmm. Fait que ça s'est avéré que j'étais capable de faire ça. Pas pire. Pas pire. Pas pire. Fait que... non, puis c'est un monde que des gens que je côtoyais de plus en plus, puis je trouvais sympa, puis c'est un milieu dans lequel j'avais des affinités. C'était agréable. Tu sais, je me vois dans ce monde-là. C'était quoi parce que tu as fait l'école, je pense, en 92. C'était quoi le milieu à l'époque? Est-ce qu'il y avait des soirées d'humour? À part le lundi? Ben non, c'était pas comme aujourd'hui. Tu avais les lundis, tu avais des soirées à Québec, au Dagobert, je crois. Ouais. Puis quelque chose d'autre. Mais sinon, c'était des shows d'humour officiels. Tu sais, Tu vas voir Daniel Lemire. Tu vas voir Daniel Lemire, tu vas voir RBO, tu vas voir... Mais il n'y avait pas de... Mais... Il n'y a pas de cabaret comme il y avait des années 50 puis aujourd'hui. Pas du tout. C'est drôle que notre milieu ressemble beaucoup plus à 1951. C'est vrai. C'est vrai. Alors, OK, mais là, tu t'inscris à l'école en tant qu'auteur. C'est comment l'école en 92 quand c'est comme, je pense, la 3e année? Ben, ça durait 6 mois à l'époque pour les auteurs. C'était pas très long. Bonne affaire. Puis c'était la 2e année qu'il y avait des auteurs. Donc, c'était quand on testait qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais j'ai adoré ça. C'est les gens que j'ai rencontrés là. C'est des gens que je côtoie encore aujourd'hui, 30 ans plus tard. Puis, comme qui t'a rencontré à l'école? Ben, José Fortier. Wow! Elle était venue faire juste un meet and greet, là. Mais pas un meet and greet devant un poster d'elle à signer des affaires, mais genre une espèce de masterclass, là, comme... On a des fois, il y a des gens ils viennent nous voir une fois ou deux. On avait François Havard qui a fait ça. Et voilà. Plus à cliquer. Et voilà.
Ah. Non, mais puis José, mais j'ai retravaillé plusieurs années après. Tu sais, on s'est perdu de vue pendant quasiment 10 ans. On sait pas. Puis à un moment donné, je faisais un show, j'avais besoin de writer, puis j'ai appelé José qui est venu comme writer. Puis ensuite, elle est devenue productrice pour mes shows. Fait que, Très cool. très cool, très fun. T'as commencé, si je comprends bien, ton premier contrat, c'est le pire show télé avec Marc Labrèche. Non, et... oui. ça? Je sais même pas comment ça s'appelait. C'était... Puis tu nous décris ce show-là. Le show que tu as eu après l'école, c'était... Non, c'était pendant que j'étais à l'école. Pendant que tu à l'école, OK. Ouais. C'est François Havard qui me dit « Ah, on a reçu une demande pour ça, puis je pense que tu devrais envoyer des textes. » Et je connais pas Marc Labrèche du tout. C'est un show qui se passe... Attends une minute, là. Je vais essayer de résumer ça. C'est un show moitié humour, moitié on visite le Québec en RV. Je sais, c'est extraordinaire. Tout est là. Et là, tu te dis, bon, formons un couple qui va être à la fois plausible et coquin. Donc, Marc Labrèche et Pauline Martin. Fait que ça marche. C'est très érotique. Ouais. Fait que on fait un pilote. Puis à cette époque-là, c'est comme... Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans l'air, mais où il y avait vraiment pas beaucoup de writers, parce que t'écris quelque chose, tu le donnes. Ah, c'est merveilleux, on le tourne. Mais c'est parce que, excusez, je suis à l'école, ça fait littéralement 2 mois que j'étudie en humour et que je regarde ce que je peux faire et tout. Non, c'est super bon, c'est super bon. Ça s'est avéré que c'était pas super bon. Du tout. Mais t'as un chèque, on va le prendre. Ah, j'ai un chèque, c'est merveilleux. C'est une première job. J'ai un show que non seulement il me paye, mais en plus, il en parle dans les journaux parce que ça a fait un scandale. Je t'écoute. Parce que, dans une des fameuses scènes épiques, ils sont avec le Hervé dans un... près de la ronde, dans le Vieux-Port. Et, à un moment donné, ils sont... Je sais pas trop, c'est tellement plate comme intrigue. Ils se font à manger dans leur roulotte. Et là, il y a des itinérants qui pensent que c'est une popote populaire ou quelque chose comme ça. Fait que là, il y a comme une ligne qui se forme à l'extérieur. C'est tous des itinérants qui attendent pour être nourris. Le producteur s'est dit, on va sauver de l'argent, on va prendre des vrais itinérants. Et oui. Puis il n'a pas donné de chèque. Ben non, il leur a donné des hot dogs. C'est abject. C'est gênant. C'est tellement de mauvaises idées. Fait que... c'est ce que ça a donné. Fait que ça a fait parler un peu. Étonnamment, le show n'a pas été reconduit. Coup de théâtre. Mais là, j'étais connu en même temps, ça me dérange pas. Tu sais, j'étais un writer engagé là-dessus. J'ai eu ma première expérience, j'ai eu un chèque. Fait que je suis content. Et comment t'entends ta carrière? La radio. Ah, ben oui! À la radio. Étais-tu... peut-être que t'es trop jeune pour ça. T'étais-tu au Festival de l'humour? Non, je suis beaucoup trop jeune pour ça. Non, en fait, non, parce que François Havard, il a fait le Festival de l'humour. Et Bourguignon, Stéphane Bourguignon a fait le Festival de l'humour. Il a quitté le Festival de l'humour pour écrire La vie. Ce qui est quand même extraordinaire. Pour ça, le Festival de l'humour, c'était le Festival de l'humour. C'était une émission de radio avec des personnages et des coups de téléphone. C'était assez cassé, je pense, ou quelque chose comme ça. Oh, wow. Puis c'était Tex Le Corps, puis... Tu veux les coups de téléphone? Ouais, exactement. Ah, Tex Le Corps qui, je le mentionne, parce qu'on l'a mentionné dans le live avec Mike Ward, qui fait des peintures avec des femmes qui se font pénétrer par des pieuvres. Je te montrerai après. Ouais. Ah oui. Tex Le Corps, il y a une série de peintures que Mike a failli acheter. C'est une femme qui se fait pénétrer par une pieuvre à la japonaise. Ben... Hein? C'est heureuse. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ses petit Et Tex était là pour qu'elle... Non, mais je suis content pour Tex. Je suis content pour tout le monde. Moi, je suis content. Écoute, parce que quel âge il peut avoir, M. Tex? Je crois qu'il n'est plus parmi nous. Ah, OK. Ben, je crois que Tex il est plus parmi nous. Ouais. OK. Mais donc, c'est pas si récent que ça. Ce qui est d'autant plus audacieux, parce qu'il aurait fait ça il y a comme 10 ans. Je pense. Avant toutes les mangas ces choses-là. Là, non, semblerait, je peux dire n'importe quoi, dans les commentaires, moi là, je dis n'importe quoi, l'art de japonais de pieuvres qui font l'amour à des femmes, c'est très vieux, on parle de centaines d'années. Ah bon? C'est dans la culture japonaise. Oui, mais qu'il ait été exposé à ça, j'étais un peu impressionné. Tu sais, avant l'Internet et tout. On n'aurait jamais cru, mais c'est un homme d'art. Ben oui. Ben, je suis impressionné. Bravo, moi Tex. aussi. Ben, bravo, Tex. Oui, bravo, Tex. Bravo, Tex. La madame et la pieuvre sont contentes. Regarde, qui sommes-nous? Fait que t'es à la radio. C'est ça, avec, ça s'appelait les Midi Fous à C'est quoi FM.
Ah, cool! Qui a été, c'est sûr, très agréable. Il y avait François Morancy, Anthony Cavana, André Robitaille, Jean-Michel Anctil. Gigantesque show. C'était le show d'humour Comme le line-up à l'époque. Oui, impressionnant. c'était le fun. Il y avait qui d'autre, donc? Martin, je pense. Martin et Matt, je pense, à un moment donné. Aussi, qui s'est joint plus tard. Fait que j'ai resté là 4 ans. Wow. Très agréable. OK, t'as aimé ça? Non, mais moi, je suis un gars de... Ça paraît pas, mais je suis un gars de gang. J'aime ça, mon monde autour de moi. Mais quand on voit des projets, ça paraît. OK, d'accord. Je te connais pas, là, j'ai mais pas une grosse gang, mais... il y a, une garde rapprochée. Oui, mais j'ai une garde rapprochée, exactement. Est-ce que c'est grâce à cette écriture-là, mettons, t'écris pour François Morancy, puis il fait « moi j'ai un show, tu veux-tu m'aider? » Puis c'est comme ça que tu te mets à écrire du stand-up? Ben, tout est en parallèle à cette époque-là. Tu as la chance de faire de la radio, c'est la seule façon pour un auteur de se faire connaître vraiment, à part d'écrire pour des humoristes qui font de la scène. Tu n'as pas les capsules web, tu n'as pas de réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que c'est la seule façon de se faire connaître. L'avantage, c'est qu'il faut que tu produises vite et énormément. Tu travailles là 5 jours par semaine. Fait que t'écris, puis t'as pas le temps de t'enfarger dans les fleurs du tapis. C'est bon, tant mieux. Si c'est pas bon, on recommence demain, on fait autre chose. Fait que tu développes un espèce de muscle qui, à ce jour, est encore très actif chez moi. Quand même capable de produire vite. Beaucoup, même? Beaucoup, oui. Je veux dire, je trouve pas le mot malheureusement, mais t'écris énormément. Là, oui, prolifique. T'es prolifique, c'est très impressionnant. Puis c'est à la radio que t'as développé ça, c'est cool. Ben oui, c'est cette espèce de gymnastique-là qu'au quotidien, t'arrives pour t'as un show dans 3 heures. Et plein de styles différents. Écrire pour Jean-Michel Anctil, écrire pour François Morancy, c'est deux... Exactement. Ah, génial! Tu sais, ça reste de l'humour de l'époque, de l'humour de radio, là, puis mais très agréable à faire, puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis... Il faut absolument que je t'en parle. T'as écrit avec Michel Courtemanche? Oui. Il semblerait que... Pas il semblerait, là. J'ai cru comprendre que le spectacle de Michel Courtemanche d'improvisation où il a flanché, il a cassé sur scène, t'étais là. Ah, j'étais très là. Qu'est-ce qui s'est produit? Bon, ben, Michel l'a raconté à l'endroit, à l'envers, cette espèce de soirée horribiliste qu'il a vécu... il a fait, littéralement, il y a eu un breakdown. Là. Il s'est écroulé sur scène. Moi, je faisais pas longtemps que je travaillais avec lui, puis on travaillait et pour ces galas-là, ce festival Juste pour rire-là, où il faisait beaucoup de choses. Et en même temps, on développait un show en parallèle, un one-man show, un nouveau show. Fait qu'on travaillait sur plein d'affaires en même temps. Puis Michel était très... une période très sombre, dirons-nous. Mais en même temps, parallèlement à ça, extrêmement créatif, puis extrêmement pompé. Puis... Il est au sommet. Mm-hmm. C'est un des hommes les plus connus sur la planète. Exactement, tout à fait. C'est des shows au Japon. T'avais Céline Dion, le Cirque du Soleil, puis Michel Courtemanche, c'était quasiment sur un pied d'égalité des trois. Là. Ouais. Au niveau de la notoriété mondiale, c'était... On s'en rappelle pas, là, mais c'était gigantesque. Puis Michel avait le talent pour faire ça. En même temps, il y avait comme... il va le dire lui-même, il n'y a pas cette espèce de switch pour dire « OK, là, c'est assez, je vais me reposer. » Toujours plus. Et il est capable de livrer jusqu'à un certain point. Alors, on travaille tous ces projets-là en même temps. On développe des numéros qui sont écrits aux 3/4, qu'on n'a pas rodés et tout. Puis on fait au festival, il anime un gala en anglais, il anime un gala en français en même temps. Et après avoir animé un gala en français, où il y a cette soirée-là, oui, c'est ça. Puis ça, je ne l'exagère pas. À un moment donné, dans son show, il présente 2 Français qui font un numéro dans une chaloupe. Qui ne veut pas voir ça, en fait. Mais le numéro est... c'est 2 Français dans une chaloupe. Que dire de plus? Et Michel, dans un élan de génie, les présente, mais là, sa présentation... ça devient un délire, mais un délire génial. Là. Le monde hurle de rire. Et je n'exagère pas, ça a duré 40 minutes. Ça a duré... il est resté 40 minutes sur scène à présenter ces 2 gars-là. Et le monde hurlait dans la salle. Alors, puis c'est le Saint-Denis 1, là. Ouais. Et tu peux t'imaginer, ensuite, les 2 pauvres gars dans leur chaloupe, l'effet que ça a eu sur leur numéro. Ah, génial! Ça les a tués complètement. Mais écoute, je dis 40 minutes, mais c'est
plus qu'une demi-heure. wow! Sûr. Comme, moi, j'étais backstage, là, puis j'étais comme, mais ça n'a pas d'allure. Puis le monde en revenait pas, là. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'était comme, wow! C'est un délire génial, là. Oui, comme ils disent, il est dans le flow, il est dans la zone. Exactement. Mais totalement. C'est rare que tu vois ça à ce niveau-là, là. Mais après, c'est un maître Exactement. de sa profession qui est dans la zone. C'est hallucinant. Et les deux pots. Pendant ce temps-là, t'as deux Français avec des chapeaux de pluie en coulisses et des cannes à pêche. Puis eux, c'est leur break. Là. Ils se disent, Ben oui, faut que j'aille si j'ai un bon numéro, on peut faire un tournée au Québec. Le monde, ça hurle dans la salle, comme de rire là, de la présentation de Michel qui ne se termine plus. Puis c'est ça. Fait que là, après ce show-là, inexplicablement, Michel a booké un hangar dans le Vieux-Port. Après le spectacle? Après son gala. À 11h, il y a ce show-là, qui est un show qui va être improvisé complètement. Il faut juste mentionner, animer un gala, c'est drainant physiquement. C'est mentalement, physiquement. Moi, après un podcast, je fais... C'est une chose qui arrive, ça me dérange pas. D'accord, je l'ai. Ben, veux-tu répondre? Non. Pas devant... ben, bref. Non. C'est Pierre-Michel Tremblay. Ah, salut! Hey! Mais c'est très drainant. Puis lui, non, c'est ça. Là, il peut pas être heureux de ça. Il peut pas décanter. Non, c'est comme il est sur un high incroyable, puis là, il part, puis ça va faire l'autre show où les attentes sont dans le plancher parce qu'il... Il va révolutionner l'humour. C'est ça. Et il arrive sur scène et il n'y a plus de gaz. Oh, mon Dieu. Fait que là, moi, je suis backstage. Je suis pas backstage, je suis dans le fond de la salle parce que je suis arrivé après lui. Parce que c'est un show qui se veut tout improviser. Fait qu'il y a, sur la scène, il y a plein d'éléments, des éléments de décor, des accessoires pour qu'il puisse... Un peu comme Jackie Chan, quand il fait une scène de combat, il y a une chaise pour faire... Exactement. C'est exactement la même chose que Jackie Chan qui se bat avec une chaise. T'as mis le doigt dessus. C'est pareil. Fait que... ça pouvait pas mieux tomber comme exemple. Qu'est-ce qui s'en va avec ça? C'est comme Jackie Chan. OK. Fait que... Non, c'est pas comme Jackie Chan du tout qui se bat avec une chaise. C'est différent. Mais bel et fort. Fait que là, c'est ça, il y a plein d'éléments sur scène, puis là, il commence son show, puis là, il est supposé d'improviser, mais là, il commence à faire un numéro qu'on est en train d'écrire, qu'il n'a jamais rodé. Puis, fait qu'il y a comme 20 minutes, puis là, il embarque dans... Fait qu'il y a comme 20 minutes du nouveau show qu'il n'a jamais rodé, mais qui sait comme à peu près par cœur. Fait qu'il passe toutes les 20 minutes, puis après ça, il n'y a plus rien. Fait que là, il s'assoit sur la scène, puis il dit, je suis plus capable, excusez. Fait que là, on avait préparé quelque chose, il y avait comme une espèce de bol sur la scène avec des suggestions d'impro. Fait que là, désespéré, il dit, là, bon, je vais faire de l'impro. Fait qu'il cherche le bol, puis là, il crie. Il le trouve pas, puis il crie dans la salle. Marc Brunet, es-tu dans la salle? Moi, je suis dans le fond. Fait que là, il dit, sont où les suggestions d'impro? Et là, j'ai une vision qui m'apparaît sur mon banc d'auto, à côté de moi, dans une enveloppe brune. Fait que là, je fais, sont dans mon char! Puis là, il est sur la scène, puis tabarnak! Et après ça, ben, ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Ma calice! Oh! Quelle soirée! Quelle soirée! Quelle soirée! Ouais. C'est Forrest Gump. T'es le Forrest Gump de l'humour. Oh, c'est cool. C'est ça, je suis toujours là au moment. C'est toujours là au moment. Dans un truc en noir et blanc. Ben oui. Fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai pas revu Michel pendant 6 ans parce qu'il est parti sago partout sur la planète. Puis on s'est retrouvés plus tard pour aller luncher et jaser de tout ça. Wow! Alors, ta vie dans les années 90, c'est écrit pour tous les humoristes, écrit pour la radio, survivre. Ben, c'est parce qu'il y a peu d'auteurs, puis il y a beaucoup moins d'humoristes qu'aujourd'hui. Fait que, tu sais, il y a un petit pôle d'auteurs, puis tout le monde fait les shows de tout le monde un peu, puis on... Ah, cool. C'est une ville fun? Oui, tout à fait. Très, très agréable. Puis comme c'est, tu sais, vraiment, tu sais, comme on a tous connu, à un moment donné, je peux pas croire que je payais à faire ça, là, tu sais. Cette espèce de passe-là qui est extraordinaire, que, my God, j'écris des affaires avec mes amis, puis on m'envoie un chèque. C'est absurde. Ouais. C'est absurde. Fait qu'il y a quelque chose d'une espèce de comment dire, de gratitude là-dedans, comme « Oh, wow, ça peut être ça, ma vie. Ça peut être le fun, ça. » Ouais, j'aimerais ça. Comment tu te retrouves à la fin du monde est à 7 heures? Comment je me retrouve à la fin du monde est à 7 heures?
J'avais fait un show de télé qui s'appelait Majeur et vacciné. Oui. Une sitcom qui a duré 1 an. J'ai adoré cette séquence. J'étais plus jeune, là, j'avais adoré ça. Moi, tu vois, c'est un style qui me plaisait moins. J'aimais l'affaire, parce que je travaillais peut-être 26 ans, puis moi, je n'avais 7. Quand tu as 7 ans, tu sais pas que ça ressemble pas à ça, un appartement. C'est ça. Je travaillais avec du monde le fun. J'écrivais avec Stéphane Dubé, que je connaissais depuis l'école, puis on s'entendait bien, puis il était super sympa. Fait que c'était agréable pour ça. Mais c'est un show... La forme de ce show-là me plaisait pas. Si je me souviens bien, il y avait Bruno Blanchet. Non, je me suis trompé de cette com. Mais j'aurais vacciné sur cette com. Excuse-moi, c'est une autre affaire. Mon erreur. Non, moi, Bruno, c'était plus tard, ça. J'étais en train de faire le Grand Blond. Je me rappelle, c'était quoi? C'était même avec son... c'est Ken Scott, même Ken Scott joue là-dedans. Oui. Mais bref, tu t'es sur Majeur vacciné. On parle pas de moi et on parle d'un show qu'on se souvient pas. On peut passer à autre chose. Fait que, qu'est-ce que je disais, non? T'es à Majeur et vacciné. Majeur et vacciné. Fait qu'on fait ça pendant 1 an. Puis c'est pas renouvelé, mais il y a le personnage de Catherine dans le show, qu'on a créé dans le show, qui est intéressé à faire un spin-off. Moi, ça m'intéressait pas parce que la forme du show, c'est du sitcom très, très traditionnel. Pour moi, j'avais fait le tour dans la première saison de Majeur et vacciné. Fait que j'ai laissé ça à Stéphane, puis je suis parti. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais trouver autre chose. J'adore ta confiance en tes talents, ton talent puis l'existence. En disant, moi, trouve autre chose. Non, mais pour vrai, c'est pas une confiance. En même temps, c'est une époque où tu sais, t'es dedans, tu vois ce qui se passe, tu sais qu'il y en a de la job. Là. Je comprends. Il y en a. C'est pas une... Il y a une effervescence. C'est ça. Puis il n'y a pas énormément de monde non plus pour remplir toutes les cases, fait que je vais en trouver de la job. Fait qu'en attendant de trouver quelque chose de régulier, je vais faire... c'est tout ça? Ouais, Allô, prof, qui était avec Martin Matt et Christian Bégin à Télé-Québec. Je fais ça comme 6 mois. Écrire des sketchs pour les ados. Ça ne demande pas trop d'efforts. Puis... Et la productrice de ça me dit « Ah, j'ai une de mes amies qui est productrice, Dominique Chaloux, qui travaille sur un nouveau concept de show avec Marc Labrèche. Ça va être comme une parodie de bulletin de nouvelles. Tu serais-tu intéressé? Je peux l'appeler pour être rencontré. » Fait que, ben oui. Marc Labrèche, extraordinaire. J'ai pratiquement ruiné sa carrière sans le connaître. Autant m'impliquer de nouveau. T'en excusé. C'est ça. Je pense que Marc n'a aucun souvenir de ce... C'est une bonne chose. Oui. Puis enfin, peu importe, fait que je vais les rencontrer, puis ils voient ce que j'ai fait et tout, puis fait que merveilleux, parfait, on embarque là-dedans. Puis c'est La fin du monde est à 7 heures, qui a duré 3 ans. OK, j'ai plein de questions par rapport à ça. Première question, c'est est-ce que vous saviez ce que vous alliez faire un peu? Tellement ou c'était pas. On a Marc, on a un décor, go? Exactement. On n'avait aucune idée. Génial. Puis c'était vraiment... on apprenait en le faisant. Génial. Mais c'était... L'avantage, c'est qu'on avait pas d'argent, donc obligé de faire des miracles avec peu. Honnêtement, ça m'a suivi toute ma carrière, puis on peut faire des choses extraordinaires quand tu te rends compte que t'as pas de budget, fait que tu vas ailleurs, puis c'est là que tu t'inventes des nouvelles affaires. Ouais. Et moi, que je me trompe, lorsque tu coûtes moins cher, on t'épie moins. Exactement. On te laisse être fou. Parce que tu coûtes rien. Exactement. Tandis que le gros show, il y a des cadres qui traînent sur le plateau. Aujourd'hui, vous allez dire ça, vous avez dit ça, vous pouvez dire ça. Vraiment, ils nous laissaient tranquilles. Puis, par la pure... par chance, là, il y a vraiment une équipe extraordinaire au départ, tu sais. Mais absurde, là. Notre recherchiste, c'est Marcel Michon. Exactement. Puis même au niveau créatif dans l'équipe, tu sais, t'as Richard Goyer, qui maintenant, il est producteur de Infoman, qui est un allié de Marc depuis quelques années. Puis nous autres, on est appelés, on est comme les 2 writers du show. On est en 97, on a un ordinateur pour nous 2, on écrit les textes de Marc, on se passe le clavier... Puis l'avantage de La fin du monde, c'est que c'était notre job à temps plein à tout le monde. Fait qu'on s'est impliqué comme on se serait pas impliqué sur un autre show. Ça paraît. C'est ça qui fait vraiment toute la différence. C'était pas une job-in dans un coin. C'était comme pendant 3 mois, pendant 4 mois, c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on se concentre là-dessus. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Non. Souvent, on a 3-4 gigs en même temps, mais t'es à 100% là-dessus. Exactement, puis c'est ton show. T'es impliqué émotivement, puis
c'est ça qui a fait une grosse différence sur la qualité de ce show-là. On se questionnait, puis c'était notre show. Là. Il y avait... Tu vas travailler sur un autre show, tu es moins impliqué, puis qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent s'en aller plus de direction, là, on va aller là. Mais là, c'était nous autres, puis on se battait pour nos idées, puis c'était vraiment un laboratoire extraordinaire. Puis beaucoup d'essais-erreurs. Mais des essais-erreurs, on apprenait de nos erreurs, au lieu de... Mais les erreurs étaient fantastiques. J'ai vu des sketchs des fois de la fin du monde intercepteur live, même quand tu te plantais. Quand vous vous plantiez, c'était le fun. Mais ça, c'est la force de Marc, ça. Il est impossible à déstabiliser. C'est fou. Fait que si c'est bon, c'est extraordinaire. Si c'est mauvais, regarde, ça va être encore plus drôle. Parce qu'il va assumer à 100% que c'est mauvais. Puis il va passer au travers, puis ça va être encore plus drôle. Puis il n'y aura pas de malaise du fait que c'est mauvais. C'est vrai qu'il n'y a aucun malaise avec Marc. Non, parce que il accepte complètement le fait qu'on est en train de se péter à la gueule et il en rit plus que n'importe qui. Et au contraire, il va plonger dans le malaise. Puis les collaborateurs d'autour de lui, il va les plonger encore plus loin dans le malaise. Il va les amener plus loin dans le malaise. Il va poser des questions. Il va étirer ça pour que ça finisse pas. Puis tout le monde est mal autour, mais tout le monde est crampé là, parce que tout le monde se rend compte que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire. Puis Marc a un plaisir fou là-dedans, à amener ça plus loin, puis plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Fait que... Ce gars-là, il n'est pas déstabilisable, si ça se dit, au niveau du contenu. Fait, quand c'était bon, c'était bon. Quand c'était mauvais, c'était encore meilleur. Parlons un peu de Marc, parce que c'est un grand partenaire de création. C'est comment créer avec cet homme-là? C'est comment trouver le meilleur véhicule de tes idées? Comment créer avec Marc? Ouais, c'est comment créer? C'est dur à dire, parce que Marc, j'ai travaillé avec lui pendant 18 ans. Fait que, à un moment donné, il y a des shows, il y a des séries qu'on a faites qu'on se voyait pratiquement pas. Sur les bobos, on se voyait pratiquement pas. Sur 3600 secondes d'extase, on se voyait pas. Fait que moi, de mon côté, j'étais avec Raphaël Germain, mettons, pour 3600... Non, pour ces deux shows-là, j'étais avec Raphaël. On écrivait nos textes, on y envoyait, on se parlait au téléphone s'il y avait des... Puis c'était du sur-mesure pour Marc, avec les moyens qu'on avait, avec le réalisateur qu'on avait. Marc, on communique de façon... télégraphique là, par rapport à les 10 d'escalier, c'est long de même. Puis avec le génie qu'il y a, il va en faire quelque chose d'énorme. Avec beaucoup de latitude. Ouais. Fait que beaucoup de latitude des deux côtés. Jamais Marc m'a appelé pour me dire « Oh non, ça, j'aime pas ça, je le ferai pas. » Jamais. Peut-être une fois pour une joke avec laquelle il était mal à l'aise, là, mais ça se compte sur les doigts d'une main, là, en 18 ans, la fois que ça... Et il a la liberté de faire ce qu'il veut avec le texte, quand il veut s'amuser. Exactement. Ah, wow. Exactement. Parce que Marc Labrèche, tu veux surtout pas le restreindre. Qu'est-ce qu'il va en faire? Des fois, c'est surprenant de... Mon Dieu, il est allé là. Merveilleux. Puis d'autres fois, c'est comme... Puis lui-même... Mais c'est ça la beauté de Marc, encore une fois. Les choses qui marchent moins bien sont tellement assumées que ça devient souvent plus drôle que si ça avait été une réussite totale, ça. Fait que les affaires qu'on a pu faire avec des bouts de décor, puis des bouts de costumes qui n'ont pas de bon sens, puis des... il y avait un personnage dans 3600, mettons, qui s'appelait... bon, je me rappelle plus. En tout cas, c'est une madame qui parlait toujours en accéléré. À un moment donné, il y a toute sa famille qui arrive, puis c'est toujours Marc qui faisait des déclinaisons de sa famille, de sa sœur, sa mère, son petit frère pas fin. Puis c'est juste Marc la perruque est placée dans un autre angle. Fait qu'elle a les cheveux de même, la mère a les cheveux de même. C'est niaiseux. Il n'y a pas eu de consultation, puis qu'est-ce qu'on devrait faire pour le personnage. Hey, non, j'aurais perruque, ça en fait son tour, mais c'est jamais de même, ça c'est son petit frère. Fait que vous brainstormez pas. T'amènes un texte, lui il voit le texte, puis il fait sa composition. Non, mais tu t'entoures de gens en qui tu as confiance, là. Puis à un moment donné, tout le monde embarque dans cette espèce de minding-là que, regarde, c'est pas grave, ça a l'air de ce que ça a l'air. Puis souvent, les maladresses, c'est beaucoup plus drôle que ce qu'on aurait pu faire. Fait que, avec 3600, c'était ça, là. Ça, tout découle de La fin du monde est à 7 heures, la façon dont on a travaillé sur La fin du monde est à 7 heures. L'espèce de laisser aller, puis de pas s'enfarger d'un fleur du tapis, puis de juste avoir du fun. Peux-tu nous décrire c'est quoi? Est-ce que c'est un show 4 jours semaine ou 5 jours? 5 jours semaine, parce que vendredi... La fin du monde? Ouais. Oui, c'était 5 jours. Là. Jeudi, on faisait 2 shows. Wow. Peux-tu nous décrire votre manière de créer? 2 auteurs pour un show, c'est complètement absurde. Wow. Mais il y avait plein de collaborateurs qui faisaient les topos. T'sais, nous autres, on s'en occupait pas. Il y avait Jean-René Dufort. C'est l'équivalent d'un talk show d'un acteur qui vient juste jaser, tu sais. Ben non, mais il y avait des topos tournés à l'extérieur. C'est le matin. On arrivait à 8 heures. On tournait, on était live, en fait, pour vrai. Fait que... puis à l'époque, il n'y avait pas de...
On avait des emails qui commençaient, mais il n'y avait pas d'Internet pour les nouvelles, etc. On attendait, le matin, on attendait le Journal de Montréal, la Presse, puis le Devoir. Puis le Globe, exactement. Puis on regardait les nouvelles, puis là, avec toute l'équipe ensemble, on décidait de quoi on allait traiter. Puis là, les reporters, que ce soit Masbou, Isabelle Maréchal ou Jean-René, avaient chacun leur... ils n'étaient pas là tous les jours, mais il y avait un reportage par jour, il y avait une nouvelle de sport, puis... Les Pauludes. Les moments avec Pauludes sont exceptionnels. Et puis, fait qu'eux autres, ils partaient avec leur équipe, c'était vraiment un caméraman, Jean-René ou Masbou ou Isabelle, puis ils allaient faire leur topo dans la journée, ils montaient, etc., puis ils étaient diffusés le soir, puis ils étaient là en présentation pour faire le lien. Nous autres, on commençait à écrire les liens, puis les sketchs. Souvent, les sketchs qu'on écrivait, étaient les liens, en fait, étaient des sketchs, l'ouverture du show, etc., puis tout ce qui était... On écrivait ça pendant la journée, et on écrivait à l'avance aussi pour des sketchs plus compliqués à tourner. Mm-hmm. Puis là, Marc arrivait à midi. L'après-midi, il tournait des sketchs. Il était live à 6h30, il n'avait pas lu les textes encore. On lui donnait ses textes, il lisait une fois, puis il les faisait. C'était live. C'était vraiment le fun. Mais le talent, ça prend. Ben, pour tout le monde, là, tout le monde impliqué. Là. Oui, mais on avait une équipe extraordinaire. Là. Puis c'est... à un moment donné, tu rentres dans cette dynamique-là. Là. T'as pas de avant puis t'as pas de après. T'es toujours dans le moment présent. Puis ça marche pas. Mm-hmm. Je me rappelle un soir, le jeudi, on tournait 2 shows parce qu'on faisait celui du vendredi à l'avance. Et à un moment donné, le sketch qu'on voulait faire en ouverture pour le show du vendredi, qu'on tournait vers 8h30 le jeudi, ça marche pas. Fait que là, on a littéralement entre les 2 shows pour décider ce qu'on fait. Fait que je sais que j'étais parti chez nous chercher des disques vinyles pour revenir pour le show, pour qu'on les... Puis c'était littéralement... C'est le sketch le plus mauvais qu'on a jamais fait. Mais c'était drôle, parce que Marc était crampé. Il y avait une nouvelle, puis ça le touchait tellement qu'il avait décidé qu'il était pour faire du lip-sync sur une chanson d'opéra avec un éventail devant son visage parce qu'il savait pas les paroles. Bien sûr, expliqué comme ça dure 5 minutes, c'est tellement pas drôle que ça en est hilarant parce que c'est tellement pas drôle. Puis Marc assume complètement, puis il a son éventail, puis il chante son opéra, puis ça donne ce que ça donne. Puis nous autres, le drôle là-dedans, c'est parce que nous autres, on sait qu'on est en train de se péter la gueule, fait on rit à gorge déployée sur le plateau, fait que tout le monde est crampé. Puis c'est ça, cette espèce de... on se prend pas au sérieux non plus. Là, on le sait que c'est de la merde ce qu'on est en train de faire, fait qu'on est... Puis Marc se donne à 200%, assumant parfaitement. Aucune pudeur. Puis aucun malaise. Il n'y a aucun malaise. C'est juste mauvais, puis il sait que c'est mauvais, puis il y a du fun à le faire. Comment sont nés les jumelles Labrèche? Je m'en souviens plus. Les jumelles Labrèche, pour ceux qui vont sur YouTube, c'est Marc Labrèche qui... C'est 3 Marc Labrèche qui chicanent. T'avais Marc, t'avais Rose de Lima, puis t'avais l'autre, mais je me rappelle plus de son nom. Il se donnait, quand tu le regardes, c'est 3 Marc Labrèche qui se donnent la réponse. Ouais, mais à l'époque, c'est ça, on n'avait pas les technologies. Écoute, on dirait que ça fait 1000 ans, mais les technologies ont tellement changé. T'sais, c'était fait à mitaine. Le montage était vraiment, vraiment fait à mitaine. Le monde était comment à couper des films et à les coller ensemble. J'exagère, là, mais. Pas tant que ça. Vraiment pas tant que ça. C'était la vidéo pellicule, c'était pas digital. Le génie de Marc pour ce genre d'affaires-là qui a développé encore là et par la suite, c'est que il va le faire une fois avec un personnage, puis il installe des affaires que nous autres, on ne sait pas. Des hésitations, des choses. Puis, OK, il a rajouté ça. Puis là, quand tu vois de l'autre personnage, parce qu'il a pensé à faire ça. Quand il a fait ce personnage-là, il y aurait une interaction entre ces 2 personnages-là, il a pensé à l'avance. C'est vraiment la haute voltige. Là, c'est quelque chose que tu peux même pas écrire. Là, comme tu laisses aller, puis... Je suis subjugué. Est-ce que je me trompe si je dis qu'après la fête du monde de 7h, vous avez le show sournois? Ou il y a un laps? Oui, non, il y a eu le Grand Blanc avec le show sournois. C'est juste après? Tout TVA vous regarde et fait « Hey, imagine ça avec un budget. » C'est ça. Ben, budget. On avait tout mis sur le décor. Okay. Non, on n'avait pas vraiment... Ben, au niveau de sûrement qu'il y avait plus de budget. Là. On n'en a jamais vu à couleur au niveau de... OK, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C'est le talk show de fin de soirée à TVA. Ça remplaçait... Il y avait eu Julie, ensuite il y a eu Grégory Charles qui avait fait Shabada. Puis nous autres, on arrivait après. Puis... Le meilleur moment de Shabada sur YouTube, c'est Michel Courtemanche quelques jours avant le hangar, qui vient pitcher, qui vient faire la promotion.
du show du hangar. J'ai jamais vu. Il dit, il revient de la Jamaïque. Oh, mon Dieu! OK. Et c'est... Et ça paraît. Oui, il revient de la Jamaïque. Il dit, je me suis reposé, les pupilles très dilatées. Je suis énergisé. Oui, je suis plein d'énergie, la Jamaïque. OK, non, j'ai jamais vu ça. C'est sur YouTube. Et le sou de Grégory Charles, bizarrement, il le reporte pas à Star Academy. Très curieux. Il porte pas ça avec des caméras 4K. Ça se démode pas, ça? Non, ça se démode pas, Non. 97. Donc, c'est ça. C'est le show de fin de soirée. Fait que, entrevue, vedette, sketch, des affaires comme ça, là. C'était le fun? C'était le fun, mais on se rend compte que les entrevues avec des vedettes, on n'aime pas ça. Je comprends. Mais ça nous intéresse pas du tout. Fait que, essaye de vouloir développer des concepts à gauche, à droite pour rendre ça intéressant. Marc, ça ne l'intéresse pas. Nous autres non plus. Le monde sont super fins, puis il embarque. Puis, mais tu sais, c'est comme quand tu as reçu un chanteur X pour la 5e fois la même saison, à un moment donné, tu as fait le tour. Fait que là, on essaie de développer des concepts qui pour nous permettre, nous autres, d'avoir du fun en recevant des invités, puis qu'eux autres aussi, les invités, parce que là, tentent pas de faire ça, là. De venir, puis d'essayer d'embarquer dans un concept plus large, puis d'avoir du fun, puis de rire. Puis... Fait que c'est Richard, avec qui je travaille encore sur ce show-là, qui, à un moment donné, propose, on pourrait faire un soap, où les personnages sont joués par Marc, puis idéalement peut-être Anne Dorval. Et puis l'artiste invité va être comme participer comme un personnage de ce soap-là. Fait qu'on fait la chose qui s'appelle Le cœur a ses raisons, que j'écris. Et ça s'avère être un succès dans le show. Fait qu'on en fait, au fil de 3 ans, on fait 40 capsules, qui est quand même beaucoup. Puis à un moment donné, le monde voulait juste venir faire ça. Mais c'est ce que j'ai entendu dire dans les entrevues que j'ai entendues, c'est que des acteurs accostaient Marc Labrèche puis qui disaient juste vers le cœur et sa raison, puis il te le disait, puis ben, mais il va jouer un aviateur. Let's go. Exactement. Wow. Fait que, après ça, ben, c'est ça. Fait que la naissance embryonnaire du cœur à ses raisons. Comment vous retrouvez des capsules dans un talk show à un show d'une demi-heure? Ben, 3 années du Grand Blond. On avait fait le tour, on a eu du fun et tout. Puis là, ben, on passe à autre chose. On est tanné de ce concept-là de talk show de fin de soirée qui nous convient moins bien à nous autres. On a du plaisir à le faire, mais c'est moins dans nos cordes. Fait que tout le monde décide qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Moi, j'ai l'idée de reprendre le cœur à ses raisons. C'est moi qui avais écrit les 40 capsules. Puis j'ai dit, il y a quelque chose dans cet univers-là d'assez riche, puis on peut faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as écrit une Bible, le pitché, comment Non, ça j'ai juste pitché à TVA qui était déjà emballé. Fait que c'est le pitch le plus rapide de ma vie, là. Tu veux-tu nous raconter le pitch? C'est le cœur à ses raisons en série. Excuse-moi. C'est littéralement ça, le pitch. Ils ont fait go. Ouais. Écris ça. Ouais. Oh, wow. Ouais. J'étais avec Dominique Chaloux à l'époque, là. Puis ça a duré, le pitch a duré comme 20 minutes, là. Puis tu partais avec... Ah, génial. Là, j'ai tellement de questions par rapport à Le cœur à ses raisons. Oui. Brainstorm-tu avec les comédiens ou c'est toi devant ton ordi, tu l'écris, puis... Ouais. Non, mais ils sont géniaux, tu sais, puis ils sont à la hauteur de toutes les folies. Puis ce qui amène est encore... Ça renforce... Regarde, c'est une dynamique qui fonctionne super bien. Ils ont le texte, puis ensuite ils s'amusent avec, puis voilà. Quand est-ce que tu as su que c'était Marc et Anne? Marc, ça venait de non, mais c'était depuis le début. Si Anne ne le faisait pas, on le faisait pas, là. Ah, wow. Parce que Anne, au début, elle avait été approchée pour être chroniqueur sur Le Grand Blond. On avait comme une table où on recevait des chroniqueurs. Martin Matt, plein de noms. Puis Anne, on l'avait essayé, ça fonctionnait moins bien. Fait on va trouver d'autres choses qui conviennent plus à Anne, qui est plus dans ses cordes. Puis là, quand on a décidé de faire Le cœur à ses raisons, ben la protagoniste féminine ne voyait que Anne, fait qu'elle a embarqué là-dedans. Quand on a décidé de faire la série, ben, c'était Anne puis Marc. Ça allait de soi. Automatique. Juste avant, peux-tu nous parler de ta relation avec Anne Dorval? Parce que tu as plein de muses, mais une de tes grandes muses, c'est Anne Dorval. Ouais. Comment t'as découvert, Anne? Comment t'as découvert écoute, un génie lien comique que indéniable. C'est vraiment... C'est comme dire bold court vite. Exactement. Oui. Tout aussi évidemment. C'est comme, non, mais c'est étonnant parce que je pense qu'avant, ce qu'elle a fait avec nous sur le Grand Blond, elle avait jamais donné dans l'humour. Tu sais. Je pense c'est Dominique Chaloux, d'ailleurs, je parle beaucoup de Dominique Chaloux, qui
qui est devenue par la suite directrice de programmation à plusieurs réseaux et très connue dans le milieu, qui avait dit, je l'ai rencontrée dans une soirée, elle disait, elle est drôle, cette fille-là, là. Elle est extraordinaire. Puis on était, OK. Puis on l'a rencontrée, on était en amour avec. Puis c'était juste de trouver la bonne chose pour elle. Et le cœur a ses raisons, mais c'était du sur-mesure pour elle. Là. Ça s'est avéré que... My God. Puis, tu sais, aucune retenue, aucune... elle se donne à fond. Es-tu d'accord avec ça que les comédiens de formation, les comédiens sérieux de théâtre, ils vont à 100%? Ils ont une espèce d'aucune retenue. Ils jouent de la comédie aussi sérieusement que... Pas toujours. OK. Non, non. Ça prend une nature comique. Ça prend un fond. Ça prend... Qu'était Nadim, ça prend un clown. Il y en a qui l'ont juste pas. Il y en a qui c'est lumineux. Là. Dans le cas de Anne, c'est un talent comique rare. Là, qui peut être comparé à Marc là, quand ils sont ensemble. Là. Ils ont du plaisir à jouer ensemble, puis ils se feedent les deux. Puis chaque prise est différente. Ils essayent toujours des choses différentes un et l'autre. Fait que c'est vraiment quelque chose d'organique là, qui est très, 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 très rare. Là, est-ce que c'était difficile à tourner, le cœur a ses raisons, parce que les fous rires, ça doit être au... Ah, c'était insensé, les fous rires. Là, ça n'avait aucun sens. Ben, si tu vas sur YouTube, il y a les bloopers qu'on a mis. Il y a 1h30 de bloopers de monde qui décroche. Puis c'est honnêtement la chose la plus drôle que j'ai jamais vue de ma vie. Les bloopers du cœur a ses raisons, parce que en bout de ligne, c'est pour moi qui les ai écrits, ça vient naturellement au comédien. Fait que dans cet univers-là, puis de voir c'est extraordinaire. Mais puis Anne, ben c'est ça, j'ai continué à travailler avec elle juste sur les bobos par la suite. Et c'est facile, c'est facile. C'est quelqu'un de solide. C'est comme Marc, tu sais. Elle n'est pas déstabilisée. C'est ça qui est le fun en humour. La personne n'est pas déstabilisée. Que c'est drôle, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire de différent? Il n'y a pas de « Ah, je suis pas bonne. » Non, regarde, on va l'essayer différemment. Puis ouverte aux commentaires, ouverte aux... c'est comme Marc, là, c'est solide. Vraiment des gens qui sont pas déstabilisés si ça va moins bien, si ça va pas dans la direction, s'ils comprennent pas trop exactement où est-ce qu'on s'en va, sont jamais déstabilisés. Mais c'est une force. Ah oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis ça donne des résultats fantastiques. Puis t'as pas besoin de les diriger pratiquement pas. Là. Il y a quelque chose de tellement instinctif, puis de tellement... Une fois bons sont bons. Sont exceptionnels. Exceptionnels. Wow. Le cœur a ses raisons. Comment t'écris ça? Parce que je me demande, c'est tombé absurde comme... Mon Dieu. Le cœur a ses raisons, c'est écrit en rafale. J'écrivais ça vite. C'était des premiers jets que j'écrivais... Non, c'était pas très sain comme forme d'écriture. Je t'écoute. C'était ce qu'on en anglais, on appelle le stream of consciousness. Là, tu laisses aller... Oui. La beauté du concept, c'est qu'on pouvait faire n'importe quoi. Si on décidait demain matin, ils s'en vont dans l'espace, au niveau du budget, ça ne coûte pas plus cher. Puis ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir, ils vont venir la semaine prochaine. Fait que j'avais des épisodes qui se passaient sous l'eau, et ça coûte pas plus cher au niveau du budget, tu sais. Parce que c'est juste tout est poche. Et c'est assumé que c'est poche. Et ton équipe d'écart trip. Ah non, ils ont du fun comme ça se peut pas. Là. En dessous de l'eau, je suis motivé. Littéralement, genre, « Ah, mon Dieu, j'ai été dans un entrepôt, j'ai vu un décor d'avion. Si tu veux faire quelque chose avec ça. » OK, on le note. Fait qu'on fait un épisode où ça se passe dans un avion. Fait que... Ils vont où, peu importe. Littéralement, ils s'en allaient au centre d'achat. Pour vrai. Mais ça, c'est génial parce que tout est orienté vers le plaisir. Ouais. C'est pas orienté vers l'intrigue, l'introspection du personnage. Qu'est-ce qu'on dit sur fun, là. C'est du gros fun, du délire, puis de... Tu sais, comme un cartoon un peu. Oui, pourquoi... Si quelqu'un rentre dans une pièce pour boire un café, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut pas juste boire un café. Il cueille lui-même. Exactement. La tasse n'a pas de fond. La tasse est trop grosse. La tasse est trop petite. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on n'a jamais fait dans ce contexte-là, qui va juste l'amener ailleurs, qui va juste être ridicule, Fait que le cœur a ses raisons, il y a une espèce de liberté là-dedans au niveau de l'écriture. Puis il n'y a pas de « Oh mon Dieu, mon troisième acte fonctionne pas » parce que rien, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de logique, puis c'est toujours ficelé à la fin de façon... puis c'est un soap, fait que tu peux aller dans n'importe quelle direction. Puis le défaut de ça, c'est que moi, je l'écrivais toujours à la dernière minute.
qui était assez intense comme... Comment t'as eu droit à ce privilège-là? Je sais pas. Je sais pas. Le monde en confiance. Le monde en confiance. Puis ils disent, regarde, quand ça va sortir, ça va être bon. T'es le seul qui peut l'écrire. T'es le seul sur la planète qui peut écrire ça. Ben, dans ce contexte, dans cette série précise-là, oui. Puis c'est quelque chose de... Comme je te dis, on avait une réunion de prod à 11h, mettons, à midi, un vendredi. Je commençais à l'écrire le jeudi dans l'après-midi. Puis il y a une anecdote, mettons, on s'est parlé qu'à un moment donné, je suis posé d'écrire, j'ai une rencontre le lendemain matin, puis je décide que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir Batman, que j'ai déjà vu au cinéma. Et à 11h30 du soir, je m'en vais au cinéma, au Cosmodome. Je suis tout seul dans la salle, puis j'écoute Batman, que j'ai déjà vu. Je sors de là, il y a 1h et quelques du matin, là, je reviens chez nous, là, je continue à écrire, j'avais déjà commencé. Puis là, j'écris jusqu'à 10h30, 11h. Là, j'envoie le texte, il l'imprime, tout le monde vient à la réunion, je dors 2 heures, je m'en vais à la réunion, puis là, je lis le texte avec tous les intervenants au niveau des décors, costumes, coiffure, CCM, puis avec tout le monde pose les questions, puis on tourne dans 2 semaines. Génial. Ben, c'est pas très sain comme forme d'écriture. Pour toi, c'est horrible. Pour nous, les spectateurs, c'est super. Moi, mais je le referais pas. Parce que t'as peut-être vieilli de 25 ans en 3 ans. Ouais. Parlons un peu de ton rapport à l'écriture. Comment tu te sens par rapport à l'écriture? J'adore ça. Ça me passionne et je déteste le faire. Ah! Voilà. OK. Je serais pas capable de faire autre chose dans ma vie. J'ai beaucoup de plaisir avant. J'ai beaucoup de plaisir après quand c'est fait. Et pendant, c'est extrêmement pénible. Mais je pense que je suis pas le seul. Je suis vraiment pas le seul comme ça. On est 2. J'ai pas ton curriculum, mais moi aussi, je déteste. On est plus que 2. Ouais, j'imagine. À haïr, pourquoi tu penses que c'est aussi douloureux écrire? Parce que si tu es honnête avec ce que tu écris, il n'y a pas de raccourci. Si tu veux que ce soit bon, tu es conscient de ce que tu as écrit avant, tu es conscient de ce que ça veut être, de ce que tu veux que ce soit, de ce que ça va être. Fait que il y a une espèce d'honnêteté qu'il faut que t'aies pour pousser la machine, pousser quelque chose de différent, pousser pour faire quelque chose honnêtement qui est drôle, que tu te dis là, ok, oui, clairement, ça c'est drôle. Même toi, tu le sais que c'est drôle. T'as pas pris, tu te dis, ah non, ça, ils vont être contents, ça va être correct, on va l'arranger. Non, si tu le fais, puis tu le fais bien, c'est lourd, c'est difficile. Le après est extraordinaire, le high de quand t'as fini est extraordinaire, puis quand t'as tes idées au début, c'est extraordinaire aussi. Mais pendant que t'es dedans, c'est juste intense. Regarde, on s'entend, c'est pas à se suicider, là, mais c'est lourd. C'est drôle que tu dises ça parce que je me sens de la même manière. Noter des flashs dans un cahier, meilleur feeling. Exactement. Voir le texte déjà écrit, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, meilleur feeling. Te positionner devant une feuille de papier ou un document Word, pire à faire. Exactement. C'est terrible. Mais on ne fera pas autre chose. Non, mais dans tous les métiers, il y a des aspects du métier. Ça donne que c'est le cœur du métier qui est difficile. mais il y a des aspects où tu n'as pas de fun. Là, Georges Saint-Pierre, il dit que le pire, ce qui aide le plus du métier de combattant, c'est combattre. Ben, c'est ça. Il haït ça. Il a arrêté parce qu'il haïssait se battre, ce qui est particulier pour un gars qui... voilà. Mais je peux comprendre. Je me compare parfaitement à... Toi, mais Georges Saint-Pierre, c'est pareil. Pareil. Ça n'a pas de sens. Mais non, c'est quelque chose qui n'est pas... si tu veux le faire bien, du mieux au meilleur de tes possibilités, là, c'est pas nécessairement toujours réussi comme tu voudrais, mais ça demande une intensité d'intention, si ça se dit. Je comprends ce que tu veux dire. Qui vide. C'est lourd. Quand tu as fini, moi, je peux même pas d'écrire quoi que ce soit. Je fais un épisode, je peux rien écrire pendant 3 jours. Là. Je peux même pas penser. Là. Puis t'écris en rafale, toi? Oui. Oh, wow. Oui, j'écris. C'est quoi ta méthode d'écriture? Est-ce que tu as des notes? Est-ce que tu pars de zéro? Est-ce que tu te fais une ligne? Comment tu fonctionnes? Mettons sur un projet, sur une série, j'ai des notes, des petits flashs à gauche, à droite. Puis j'ai une espèce de formation d'écrire des sketchs qui me sert beaucoup pour ça. Fait que j'ai comme des highlights. J'ai une scène forte
que je compose comme un sketch. Puis là, mettons, j'en ai 3, 4 dans un épisode. Ensuite, ce qui va relier ça, ben, ça va devenir d'autres petits sketchs. Mais j'ai pas de plan, j'ai pas de structure au départ. La structure vient à la fin, moi. Ah, c'est génial. Ben, ça fonctionne pour moi. Et t'es poussé par le gag, t'es poussé par le flash, t'es poussé par ce qui est drôle. Oh, ouais. Puis pas juste ça, mais aussi regarde, l'intégrité du personnage, la vérité du personnage. C'est très quétaine à dire, là, mais c'est... Est-ce que ce personnage-là ferait ça? Est-ce que ce personnage-là dirait ça? Puis ça, pour vrai, ça fait toute la différence. T'sais. L'espèce c'est ça, de vérité du personnage. Et la structure à la fin, pour moi, c'est essentiel, mais ça vient à la fin quand tu as tous tes éléments, puis ça, je peux mettre ça, je peux le diviser en 2, je peux mettre ça à la fin. Finalement, ça va mieux. Je suis en train d'écrire une nouvelle série, puis ce que je dis à tout le monde, qui est la scène d'ouverture, depuis, je le dis depuis 2 mois, ça s'est avéré que c'est la conclusion du premier épisode. Puis ça, à la fin, ça a fait comme, ben, ça va juste là. Ça peut juste aller là. Ah, wow. Puis depuis le début, je dis, j'ai la scène d'ouverture, là, c'est extraordinaire, ça va être ça, puis on comprend le personnage, puis tout, puis finalement, c'est inversé. Ah, c'est génial. Mais la structure est essentielle, mais elle vient à la fin pour moi. Écris-tu à la main ou devant l'ordinateur? Ordinateur. Je serais pas capable d'écrire à la main. J'écris mal. Ah, oui, ça me fait rire, ça. Moi aussi, j'arrive pas à relire mes notes. C'est un gros problème. Des fois, très bonne idée, j'imagine. C'est ça. Des fois, je me comprends pas. Des fois, c'est... L'intention est là. L'intention est là. Voilà. Aïe, aïe. Fait que j'ai... Non, pour le cœur, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Non. C'est ça. Mais quand je dis... c'est les personnages avant tout pour moi. Il y en a qui vont partir, qui ont une espèce de structure très, très rigide, puis dans lesquelles ils sont très à l'aise, puis il va arriver ça, puis il va avoir un pivot. Moi, c'est personnage, toujours. Décris-tu tes personnages dans des documents Word ou tu le sens dans ta tête? Non, je suis dans ma tête. Il part dans une direction, puis à un moment donné, ça part dans une direction que j'ai pas nécessairement décidé consciemment, mais ça s'en va dans un... Ah, OK. Puis tout fit pour que ça s'en aille dans cette direction-là. Le personnage est ça, puis là, on est tout fit ensemble, puis là, ensuite vient la structure. Ah, c'est génial. Mais c'est ça. Mettons, je donne des ateliers où je vais rencontrer des gens, puis pour développer des personnages, c'est fais-les parler, puis ils vont te dire... toutes les gags viennent avec ça, là, l'univers, à un moment donné, elle commence à parler de sa mère. Puis il y a quelque chose qui s'installe avec sa mère, que tu n'avais pas vraiment prévu. Que dans une Bible, tu vas installer des affaires artificielles. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est une Bible, là, c'est comme ton document que tu remets comme un diffuseur qui décrit ta série, décrit tes personnages, décrit tes lieux, puis quelle est l'intrigue. Beaucoup de gens commencent par ça, qui, pour moi, est un peu travaillé à l'envers, parce que c'est un document que je vais présenter. Fait que je commence vraiment à l'écrire comme un sketch. Puis à un moment donné, il y a comme une musicalité, une sonorité de chaque personnage qui vient, puis ça ne fit pas avec lui, ça fait plus avec elle, etc. Fait. C'est génial que tu dises ça. Je veux te voler ça. Deuxièmement, tous tes personnages, je les entends. Oh oui. Gaby Gravel, c'est une voix. Ah oui. Pareil pour Croquette. Mais c'est musical, tu l'entends. Puis des fois, la cadence marche pas, puis c'est juste... Il y a des textes comme ça, puis... C'est arrivé sur Like Moi à un moment donné, puis avec Philippe Audrey. On transmet dans une maison, je suis dans le sous-sol. J'entends pas ce qu'il dit, mais je l'entends parler dans une répète. Puis il y a quelque chose qui marche pas. C'est la cadence qui marchait pas. Puis excuse-moi, la phrase, elle marche pas. Puis j'ai changé la phrase, puis OK, là, ça marche. C'est une musicalité qui était comme pas là. Mm-hmm. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Wow, je comprends exactement ce que tu veux dire. Ça se décrit pas, mais non. C'est dans le senti. C'est vraiment dans un studio de musique. C'est pas un hit. C'est pas un hit. Génial. Comment allez, on dit que les bobos, comment tu penses aux bobos? Comment je passe aux bobos? Mon Dieu. Autre série qui coûte 11$ à faire. Exactement. On a fini Le cœur à ses raisons. Non, on a fait 3600 secondes d'extase. Mais commençons par ça. Commençons par 3600. 3600, il y a une case horaire à Radio-Canada qu'on nous offre gentiment. Ah, yeah! Ben oui, c'est le fun. Tu as juste une case horaire. C'est ça. On a 1 heure le jeudi. Fait que avez-vous quelque chose à nous proposer? Ce qui est merveilleux. Fait que on veut faire une espèce de mix de... À la base, qui est une série qui va nous permettre de faire des parodies. C'est ça qu'on veut faire. La meilleure façon de travailler vite, de travailler bien pour ça, c'est de se raccrocher à l'actualité. Fait que ça devient une espèce de faux bulletin d'information, contrairement, mettons,
À la fin du monde, c'était il y a des vraies nouvelles. Il y avait des vraies nouvelles. Puis là, c'est vraiment... beaucoup de Daily Show avant le Daily C'est Show. ça. Ben là, c'est une parodie de, juste pour que l'actualité qu'on présente nous amène à des parodies. Puis c'est vraiment... On travaille dans l'autre sens, c'est-à-dire on a des sketchs, on a des idées d'univers, on a des choses à parodier, puis c'est de trouver une nouvelle qui va fitter avec ça. Puis on travaille comme ça. Ah, génial. Fait que ça a duré 3 ans ça aussi. Comment vous avez découvert André Sauvé? André Sauvé. Est-ce que c'est votre émission qui a éclos? Oui, je me souviens pas. Je pense que c'est José Fortier qui le connaissait. Moi, je le connaissais pas. On l'a juste rencontré, puis il était parfait. C'est évident. Oui. Puis il fitait parfaitement avec Marc. Tu sais, Marc, ça fit ou ça fit pas du tout. Ah, moi, j'ai toujours pensé que Marc, c'est le meilleur joueur. Je veux dire, il a réussi à jouer pas lourd. C'est un straight man exceptionnel. Mais c'est ça la beauté de Marc, c'est qu'il est capable d'être à la fois straight man et à la fois de livrer au niveau de l'humour. Il peut faire les deux en même temps, ce qui est exceptionnel. Juste son écoute, il est drôle. Juste ses remarques, puis ses questions et sa façon de relancer l'invité. Il est génial là-dedans, puis il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ça comme lui. T'sais. Il est unique au monde. Il y a le concept du clown blanc, clown rouge. Marc est capable d'être les deux en même temps. Ce qui est fou. Ce qui est exceptionnel. Tu ne retrouveras pas ça nulle part. Là. C'est hallucinant. Comment est né le sketch de Christian Bégin? Comment c'est né le Vino? Oh mon Dieu. Bon, ça, c'est un sketch, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça ait quelque impact que ce soit. C'est un sketch parmi tant d'autres. Christian anime une émission de cuisine. Qui est très typé à l'époque, qui est un peu avant-gardiste parce que c'est au niveau visuel, c'est des choses qu'on voit beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très nouveau, tu sais, des espèces de liens très léchés, puis qui bougeaient beaucoup avec de la musique, puis des noms d'ingrédients, puis des choses qui apparaissent. C'était vraiment innovateur à l'époque, mais bien sûr, comme c'était unique et nouveau, ben c'est sûr que ça se prête à la parodie. Et puis, j'aimerais ça que ce soit plus glamour comme anecdote, mais on a juste fait une parodie, puis ça a donné ça, puis ça a eu l'impact que ça a eu. Il y a plein d'affaires comme ça. On ne s'attend pas que ce soit... Puis d'autres fois, on pense que ça va être extraordinaire, ça passe dans le beurre, puis on n'entend plus jamais parler. Là. Puis j'imagine que votre objectif, c'est survivre. Votre objectif, c'est faire un 22 minutes par semaine. Exactement. C'est pas c'est pas d'être viral. Ouais. C'est faut que j'aille 22 minutes. Qu'est-ce qu'on fait? 5 minutes, tu vas être Christian Bégin avec du vin dans la neige. Puis ça se raccrochait à une nouvelle dont je me rappelle plus c'était quoi, là, mais ça avait un petit rapport avec l'actualité. Ça avait une érablière ou... Bref. Aucune espèce d'idée. Mais... ensuite, tu fais les bobos? Ensuite, les bobos. Encore une fois, c'est Télé-Québec qui nous offre une case horaire. Ah, yes! À Marc et moi. Puis là, c'est comment recevoir ça? C'est chaleureux ou c'est c'est angoissant parce que c'est le vide? Avec Marc, quand tu le fais avec Marc, pour moi, il y a une espèce d'inconscience. On va le faire du mieux qu'on peut. Ça devrait marcher, on devrait avoir du fun. Puis on trouve un sujet qui nous allume, on le présente, ça fait plaisir au monde. Fait on va aller là. Puis la façon dont je travaille avec Marc, puis par la suite aussi, c'est que on est très, 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 très à l'écoute de ce qui marche pas pendant qu'on le fait. Fait que les ajustements se font. On va pas traîner quelque chose jusqu'à on le voit en ondes, puis finalement, c'était pas bien bon. Hein. Si ça s'est rendu là, c'est parce qu'on assume que... C'est de la qualité. C'est ça. Fait que les ajustements, on les fait rapidement. On s'enflamme. Encore une fois, on n'a pas d'ego par rapport à ça. Là. Ça marche. Ça marche pas. Là. On pense à l'autre chose. Des sketchs qu'on n'a juste pas montrés aussi, là, qui c'était comme, oh mon Dieu, que ça marche pas, ça. Ça va pas rester. Étonnamment, il n'y a pas tant que ça, mais quand ça marche pas pour vrai. Spectaculairement. C'est comme, non. Puis comment vient l'idée des bobos? Les bobos, c'est ça. On a une case horaire d'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est dans l'air du temps? Puis j'ai lunch avec Marc. Je me rappelle qu'on a ce flash-là, mais honnêtement, je pourrais pas te dire. C'est dans l'air du temps un peu. Ce que j'aime de tout ce que tu me dis, ce que j'admire, et ça explique pourquoi ce que tu fais est aussi drôle et agréable à regarder. C'est très léger. C'est rien. Oui. C'est pas trop intellectuel, c'est très... On suit l'énergie. Exactement. Hey, je mange avec mon ami Marc. Il me semble que c'est drôle rire des bourgeois. OK. OK. Oui. Mais c'est une façon de travailler qui est très... tu sais,
au fil des ans, ben, les gens avec qui je travaille, c'est des amis aussi. Fait qu'il y a une espèce de convivialité. Puis comme c'est facile, tu sais, il y a quelque chose d'agréable, de facile. Puis on voudrait faire ça. C'est pas calculé, tu sais. D'où ça vient ta fidélité? Parce que tu es fidèle à tes collaborateurs. Je pense que ta réalisatrice, tu la suis depuis... Oui, Isabelle Garneau, qui est là depuis la fin du monde. Elle est assistante à la réalisation sur la fin du monde. Qu'est-ce qui explique? Ben, premièrement, c'est des gens avec qui tu sais qui comprennent ce que tu veux faire, qui sont assez à l'aise avec toi pour te challenger de la bonne façon, puis qui n'auront pas peur de te dire comme pas sûr. T'sais. Puis qu'en même temps, eux autres aussi, de leur côté, évoluent en même temps que toi. Ils ne sont pas restés accrochés à ce qu'ils faisaient il y a 10 ans, il y a 15 ans. Fait que... Oui, parce que t'es toujours actuel. J'essaye. Mais ça, bref, t'es pas tout le temps en train de répéter. Là, c'est génial, ça. Non, mais moi, j'ai pas de nostalgie par rapport à l'humour. T'sais. Ce que j'ai fait, il y a souvent des gens qui parlent « Ah, ce serait le fun de ramener la fin du monde. » Pas pour nous autres. Ouais, faites autre chose. Faut qu'un gars de 14 ans sur Internet parte une affaire qui... Exactement, c'est plus ça, c'est autre chose. On pourrait pas le refaire comme on le faisait, ce serait différent. Puis tu perdrais l'ADN du show, cette espèce de bizarrerie. De bizarrerie. Moi, ce que j'aimais de création collégiale, que tout le monde mettait un petit peu son grain de sel, puis c'était facile, puis en même temps, on se prenait pas au sérieux. T'sais, ramener la fin du monde, les attentes. Moi, ce que j'aimais de la fin du monde, premièrement, c'est un show pas d'attente. C'est vraiment un show, on va voir ce qui va arriver. Exact. Deuxièmement, moi, ce que j'aimais de la fin du monde, c'est que j'avais l'impression d'être très complice avec vous. Que c'est pas ça devrait pas être à la TV, ça. C'est une erreur. Ouais. C'est une erreur que ça se retrouve à la télévision. Puis du jour au lendemain, quelqu'un va allumer, puis il va mettre fin à ce projet-là. Fait que je sentais qu'à chaque fois que je l'écoutais, j'écoutais quelque chose qui était pas... Non, mais c'était... Parce que, on n'avait pas de moyens. Les sketchs qu'on écrivait le matin, on les tournait l'après-midi, puis on les montrait le soir, là. Fait que c'est l'équivalent de faire des shows d'humour sur scène. Oui, mais je suis d'avis que la comédie, ça devrait être vivant, puis... Ben oui, tout à fait. C'est vivant. C'est pour ça que j'ai pas de nostalgie. Quand c'est passé, on revient pas. Là. Voilà, c'est fini. Ça évolue, ça change, les voix changent, les procédés changent. Et l'humour, ça s'explique pas. Je veux dire, je pense pas que t'as jamais demandé à Bruno Blanchette pourquoi tu veux être Jésus. Tu fais, c'est Jésus. C'est pas. Exactement. Là, il vient nous jaser ça. Puis en même temps, tu as quelque chose comme Bruno qui est tellement champ gauche. Et le génie de ça, que c'est absolument accessible. T'sais, des petits-enfants de 4 ans vont regarder ça, ils vont rire aux larmes. Nous autres aussi. Puis t'as du monde qui est... le lectorat du Devoir vont voir ça, puis ils vont rire autant. Là. C'est le génie d'être accessible, puis en même temps tellement différent. Il n'y a pas il y a pas de volonté de plaire. Non. C'est moi, je fais ce que j'aime, je fais ce qui me fait rire du mieux que je peux, puis vous êtes bienvenus... C'est cool que tu travailles avec des gens qui ont un style très fort. Tu travailles avec des gens qui sont, je veux dire... Ben oui, mais quand tu travailles avec des gens qui sont forts, toi, ça t'élève. C'est plus, tu veux être à leur niveau, tu veux pas les décevoir, tu veux pas diminuer ce qu'ils sont capables de faire. Fait que tu t'investis d'autant plus. Ah, t'as raison. Ça s'encourage, c'est génial. Like-moi. Comment t'as cette idée-là? Like-moi. Ben, fallait que je travaille. Non, c'est parce que... Mais je trouve ça beau, je trouve ça génial. Je trouve que c'est très... J'ai travaillé 18 ans avec Marc, puis les bobos, ça avait une date précise. On ne pouvait pas faire plus parce que... plus de saisons, parce que Marc partait en tournée pendant 3 ans pour faire Les Aiguilles et l'Opium de Robert Lepage, puis une tournée mondiale. Fait que c'était prévu, telle date, c'est fini, puis il s'en va en tournée. Ça a duré 3-4 ans, je me souviens plus. Fait que, ben là, moi... Tu sais que t'es en bonne main quand... Ouais, mon interprète ça va faire du Robert Lepage. Partout sur la planète. Là, pas pire. C'est ça. Fait que... Dans ça, Anne Dorval a rencontré un jeune homme, Xavier Dolan. C'est un petit réalisateur. Là. Il semblerait qu'il y a des idées le fun. Je vais tourner avec lui. Je me rappelle Xavier Dolan, c'est dans le temps du cœur à ses raisons. Puis Anne, c'était dans une lecture. Puis elle me dit, j'ai été approché par un petit gars il y a 17 ans. Elle dit, il est tellement... Puis je me rappelle, il est tellement touchant, là. Elle dit, il croit tellement à son projet. Puis elle dit, je pense que c'est bon. Elle dit, je pense que je vais le faire. Elle dit, ça paye rien. Elle dit, puis elle dit, ils n'ont pas d'argent tout. Elle dit, elle avait emprunté des perruques du cœur à ses raisons pour faire J'ai tué ma mère. Wow. Puis des vêtements aussi, je pense. Je suis renversé. Wow! Puis c'était comme... elle nous racontait ça, puis c'était comme nous autres, c'est genre un petit film étudiant, là, c'est cute.
Là, moi, je me plains souvent dans ce podcast-là, puis le podcast avec ma blonde, que la télévision, c'est tellement rendu gros, puis pénible, puis c'est un gros paquebot. C'est ça que tu as des discussions avec ta blonde, c'est ça? Ouais, juste ça. Wow. C'est pour ça qu'on fait juste genre ça. C'est super, très érotisant. Ça fait 8 mois qu'on s'est pas touché. Mais comment tu me parles de création, il y a une légèreté, il y a une... qui est dont je suis jaloux et dont que je retrouve sur Internet, mais je ne trouve pas à la télévision. Il y a juste des projets qui ont ça. Il y a une légèreté, il y a... C'est parce que je pense, au fil des ans, puis ça, c'est en même temps de la chance, puis du talent. Tu peux pas le dire, mais du talent. Là. Mais que j'ai peu à répondre, pas à des producteurs, non. Tu sais, j'ai carte blanche, je coproduis maintenant mes propres affaires, puis je travaille, comme tu dis, la fidélité, je travaille avec les gens de Zone 3 depuis littéralement 25 ans, là. Fait que j'ai pas à répondre à un producteur, j'ai pas... T'as pas à séduire. J'ai pas à séduire, j'ai pas... au niveau du diffuseur, les gens me font confiance. À cause de la feuille de route avec les succès accumulés. Et ton style, personne peut écrire ce que t'écris? Ben ça, comme n'importe qui. Personne peut écrire du André Sauvé, personne peut écrire du Bruno Blanchet. C'est pas la force d'un artiste, il faut que tu aies un truc. Ouais, t'as une voix. T'as une voix, t'as raison. C'est ça, tout à fait. Puis, qu'est-ce que je disais, là? C'est pourquoi tu t'avais, dans ta création à la télévision, c'était aussi organique. Puis c'était aussi... Ah, c'est ça. Ben, j'ai pas à répondre. Tu sais, le diffuseur me fait confiance à ce point-ci. Fait que c'est vraiment, tu sais, je sens pas que ils vont juger ou ils sont pas sûrs ou quoi que ce soit. Depuis plusieurs années, c'est vraiment, on va laisser faire. Ils l'ont lu, on pense que c'est bon, puis on fait confiance. Ça coûte rien. C'est ça. Fait que il y a pas de, j'ai jamais cette insécurité-là par rapport à différents paliers qui pourraient venir entre ce que moi je fais puis ce que je veux qu'il soit en ondes. Fait que c'est du mieux que je peux faire puis tout du mieux que mon équipe peut faire. À ce moment-là, on le présente. T'es près du spectateur? Ben, le plus possible. C'est ce qui est génial, c'est qu'il y a tellement pas de... Parce que je suis d'avis que des fois, il y a des cadres qui peuvent se mettre entre l'artiste et le spectateur, et c'est pas une bonne chose. Toi, il n'y a pas ça. Vous êtes très proche du spectateur. C'est vraiment un truc... Hey, moi, mes chums, on a fait de quoi? Ouais. Oh, regarde-le. Bon, ben, c'est un privilège, là. Puis, tu sais, d'avoir ça chez tous les diffuseurs chez qui j'ai passé. J'ai eu des super belles relations à TVA, à Télé-Québec, à... T'as fait les 3 gros? Puis à l'époque, 4 saisons, là, qui est devenu... T'as fait wow. Les 4. Claire avec moi. Tu veux travailler, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, fait que ça prend une nouvelle série. Un petit peu... que fais-je? Ça a été plus... Qu'est-ce que je ne vois pas en ce moment? Qu'est-ce qui manque, à mon avis? Puis c'était... un show à sketch sur cette génération-là qui était les millénarios. Ça a changé. J'ai commencé, c'était les milléniaux. Puis dans le moitié avec moi, c'est devenu les millénarios. C'est à ce point-là qu'on est mélangés. On change notre propre nom. C'est ça. Fait que je vois qu'ils n'avaient pas de voix, puis pouvoir aussi donner une espèce de vitrine puis plateforme à des nouveaux visages du monde qu'on connaissait pas encore. Parce que j'ai travaillé avec Marc Labrèche, avec Anne Dorval. Il y a plein de monde talentueux, mais qu'est-ce que je peux faire de différent pour moi qui va me stimuler? Fait que c'est d'aller à la recherche de nouveaux talents, puis de créer un univers dans lequel ils vont pouvoir être mis en scène à leur avantage. Là, quelque chose qui parle de leur génération, qui est pas trop lourd, qui est agréable, qui est rassembleur pour tout le monde, que tout le monde peut écouter, que les petits-enfants vont pouvoir écouter, puis que les grands-parents vont pouvoir écouter. Fait que c'était la mission que je m'étais donnée. Quand est-ce que tu as décidé que ça allait... Parce qu'à moins que je me trompe, je veux pas parler pour toi. Mais là, avec moi, c'est davantage une série sur le web. Ça a beaucoup plus écouté sur le web qu'à la télévision. Oui, mais c'était prévu comme ça. Voilà, pourquoi? C'était prévu comme moi, ça. C'est génial à passer. Non, mais c'est parce que c'était en 80 que je commençais à travailler dessus en 95. C'est ce qui s'en venait. C'est ce qui n'était pas fait, ce qui n'était pas présenté encore. Une émission qui était capable d'être divisée en petites parties qui pouvaient devenir virales, et ça n'existait pas à ce moment-là. Tu peux tomber sur Gabi Gravel de même. T'es qui, elle, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pendant 3 minutes, puis tu passes à autre chose. Wow! C'est une tentative, là, ça a donné ça. Puis, regarde, Florence Lompré, qui est... Comment t'as découvert tous ces talents-là? Des auditions. À part pour Catherine Levac, que j'avais vue, que je voulais travailler avec, Adib,
qui m'avait approché pour que je fasse la script édition d'un de ses projets, puis finalement, j'avais pas le temps, puis j'ai dit, toi, veux-tu être sur mon show? Fait que, Aïe, aïe! fait que, il est arrivé à mon grand plaisir. Puis les autres, c'est des auditions. Tout le monde, c'est des auditions. Comment... Alors, tu t'écris des sketchs, t'écoutes, puis tu t'aimes la musique ou t'aimes pas la musique? Il y avait chacun 2 sketchs à faire. Puis non, c'est ce qu'ils proposaient. Ils proposaient des choses différentes. Je cherchais un ton plus naturel, puis en même temps, je cherchais un ton plus naturel, puis Florence est arrivée avec Gabi Gravel, puis elle a dit 2 phrases, puis c'est comme, ben, c'est ça. Il n'y a pas de doute, là. Puis tu peux pas avoir plus clownesque comme personnage, ça. Mais tu sentais l'intelligence de Florence derrière ça, parce qu'elle est capable, en même temps, elle a un range extraordinaire, tu sais. Mais sa première audition, elle a fait Gabi Gravel, puis c'était comme... C'est impressionnant. Sign here. C'était Wow! vraiment... Et pourquoi t'es allé vers Jean... Pourquoi t'es allé vers Jean-François Gagnon pour ta réalisation? C'est Isabelle qui le connaissait, Isabelle Garneau, avec qui je travaille depuis 20 quelques années, qui avait travaillé avec lui sur un autre show de sketch, je me rappelle pas. Elle dit « Ah, je suis sûr que tu t'entendrais super bien avec lui. » Puis on s'était croisés à quelques reprises dans des galas, puis il venait souvent me voir, puis « Ah, j'aime ça ce que tu fais », puis blablabla. Puis moi aussi, j'aimais beaucoup les appendices. Et puis, ça a cliqué. Et voilà, 5 ans plus tard. C'est non bien cool. Et un futur projet aussi. Ah, génial! Excuse-moi. D'accord. Qui sera peut-être de la marde. Ou pas! Ou pas. Mais ce qui est génial avec tes projets, c'est que c'est pas une question si c'est bon, c'est pas bon, c'est toujours senti. Ici, c'est senti. Ici, ça a une âme. C'est ça qui compte. Bon, on essaye. Ça plaira Mais ça peut-être marche. pas. Ouais. Tout ce que tu fais a une voix et goûte quelque chose. C'est ça qui est génial. Tout. Mais je le pense. Même si t'es une inspiration. Tout ce que tu fais a une voix. Puis moi, ça... Il y a des projets où des fois j'ai lâché, où j'ai préféré faire mes projets. Moi, je veux faire comme Marc. Je veux faire quelque chose qui me ressemble. Mm-hmm. C'est plus important de faire quelque chose qui me ressemble, qui plaît à une personne que je connais pas. Mm-hmm. Je veux communiquer avec les gens, puis pour communiquer avec les gens... C'est ça l'important. Il faut pas jamais oublier, tu sais, communiquer avec les gens. Tu as un public, faut que tu leur parles, faut qu'ils te comprennent, faut que tu ailles les chercher, faut qu'ils reviennent te voir. Il faut être conscient de ça. Ça peut pas juste être de la masturbation humoristique, là. Non. J'ai fait beaucoup ça cette année. J'ai donné ça. Non, puis quand ça demande un effort, ça demande une... J'ai ce thème-là, j'ai cette approche-là. Est-ce que c'est la meilleure façon? Est-ce que c'est la façon la plus claire, la plus limpide, qui, indépendamment si c'est austère, est-ce que ça va quand même divertir le public que je vais aller chercher? Quand je parlais tantôt de comment c'est intense écrire, cette réflexion-là est tout le temps là aussi, là, indépendamment de ton intention d'écrire quelque chose de bon, il faut que tu penses qu'il y a quelqu'un devant toi, puis ils vont-tu te comprendre, ils vont-tu aimer ça, ils vont-tu revenir à la charge, à qui tu parles? Et t'entendent-ils? Est-ce que tu imagines une seule personne ou tu... Non, c'est l'air du temps. Je sais des fois qu'il y a des affaires plus champ gauche qui vont moins plaire, d'autres affaires plus... Comme dans la dernière saison, tu parles beaucoup de rectitude politique parce que c'est dans l'air du temps, les chroniqueurs en parlent, les gens en parlent quand ils soupent ensemble. Génial. Ben c'est ça, Like Moi a vraiment suivi l'évolution sociale des 5 dernières années. Parce qu'à un moment donné, ça a commencé, ça devait être un show sur les relations affectives des millénarios. Parce qu'on a fait une saison et demie. À un moment donné, je me suis tanné, on a fait le tour. Là. Fait que c'est devenu plus, ensuite, les carrières, puis comme l'avenir pour ces... C'est comique parce que c'est comme un jeune qui évolue. À 24 ans, tout ce qu'il veut, c'est pogner. Ben, c'est ça. Là, il a 29. Là, il veut une carrière. Je ne l'aurais pas vu. Ben, c'est juste moi qui me suis tanné en tant qu'auteur. Ensuite, on est pour terminer vers comme tu dis, les préoccupations sociales, là, puis tout ce qui était les enjeux sociaux, ces choses-là. T'as-tu... Un truc que je trouve génial chez toi, c'est que t'as toujours été entouré de jeunes. Oui. Toujours. Selon toi, est-ce que les jeunes sont différents de génération en génération ou c'est juste des jeunes, puis quand t'es jeune, c'est un tempérament que t'as? Plus ça. Oui, définitivement. C'est... Que les boomers ressemblent à... Des jeunes boomers sont comme les jeunes milléniaux, les jeunes Z sont comme les jeunes X. La prochaine série que je suis en train de faire, c'est sur la télé-réalité puis les influenceurs.
Mais je veux pas que ce soit vu comme de l'influenceur bashing. C'est important de se dire que, regarde, moi, à l'âge que j'ai, amené aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, avec la technologie, je ferais exactement la même chose. Je serais dans le même univers qu'eux autres. Peut-être pas au niveau des influenceurs, il y a différents choix qui se posent, mais je serais pareil. Fait que c'était le but aussi, je me mélange un peu dans ce que dans Like Moi, c'était de jamais avoir un regard de jugement. Tu l'as jamais été. Puis c'était le but, c'était ça. J'écrivais pas une série pour ma génération qui regarde les millénarios, j'écrivais une série pour les millénarios du mieux que je pouvais avec mes connaissances et mon expérience de vie qui revient à ça que, regarde, un humain, c'est un humain, là, tu sais. À la base, qu'est-ce qu'il veut? Il veut être aimé, il veut être en sécurité, puis il veut être reconnu. That's it. C'est toujours ces trois enjeux-là, des variations différentes. Là-dedans, dépendamment de comment tu es affecté dans ta vie, ces trois enjeux-là vont jouer de façon différente. T'sais, ça peut aller dans l'amour passionnel, ça peut aller dans la vengeance, ça peut aller dans de s'effacer, dans l'envie. Fait que toutes les variations sont bonnes, mais c'est toujours les trois mêmes points de départ pour moi. Wow! Puis si t'écris, puis t'es dans la vérité de ton personnage, ça résonne tout le temps. Puis à un moment donné, si t'écris quelque chose qui n'est pas là-dedans, c'est comme, ça fait pas, là, ça marche pas. C'est vrai. Tu peux pas te tromper, c'est une superbe observation. Qu'est-ce que tu penses du milieu des influenceurs? Qu'est-ce que tu penses des influenceurs? Bien, comme je te dis, je veux pas porter un jugement négatif. Il y a du négatif et il y a du très positif aussi. Puis c'est ça qui est important que je veux vraiment faire la part des choses dans le positif est le plus difficile à trouver. Mais il est là. Tu sais, ça donne des voix à des gens qui n'en auraient jamais eu. Ça donne... ça donne un Mathieu Dufour qui a une liberté. Exactement. À l'âge de 25 ans. Exactement. Puis ça donne aussi une plateforme à Arnaud Soli qui a peut-être pas ce qu'il veut comme il veut. Exactement. Puis à l'autre extrême, ben, t'as les vies inventées à 100% pour vendre de la guenille. Mais ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes quand même. C'est un choix. Puis tout le monde évolue aussi dans ce qu'ils font, etc. Mais, tu sais, puis je veux pas dire c'est pire ou quoi. C'est pas pire ou moins pire parce que je retourne 30 ans en arrière quand j'ai commencé, le nombre d'actrices puis d'acteurs qui reviennent de passer une semaine à Cuba et étonnamment, le photographe de Éco-Vedette était là. C'est exactement la même chose, là. C'est exactement la même chose. Puis ça, on juge pas, mais par contre, les gens qui le font avec des nouvelles technologies, avec des nouvelles façons de communiquer, ça, c'est plus... on le juge plus. Mais des voyages gratis, puis des sponsors, puis des choses, il y en a depuis toujours, là. C'est pas nouveau. C'est ça, c'est pas nouveau du tout. Ou, à moins que je me trompe, je veux dire... Lisande Nadeau, c'est Claudia Schiffer, mais au Québec, puis 30 ans plus tard, oui. là, les mannequins, je veux dire, ça m'a toujours fait rire, moi, le terme Instababe. Je veux dire, des gens jolis ben non, c'est ça. qui posent dans des magazines. Quelque chose plusieurs offrent des choses très, très valables. Il y en a qui sont extrêmement drôles. Il y en a d'autres qui c'est de l'exercice ou la mode ou le maquillage, ce que ça peut intéresser. Lisande Nadeau, elle connecte avec son monde. Quand elle fait des vidéos, le monde a envie. Il va en avoir d'autres. Le personnage de Gabi Gravel, c'est une parodie d'influenceuse. C'est un personnage il y avait quelque chose de... quand je l'écrivais, de profondément touchant de cette fille-là. Puis, on l'aimait pour vrai, là, il y a quelque chose, tu vois, elle n'a pas eu une vie facile. Elle est arrivée où elle est arrivée. Moi, c'est c'est la lecture que j'en fais, puis c'est ce qu'il y avait toujours quand j'écrivais. Cette fille-là, elle vient pas d'un milieu facile, elle a travaillé fort, elle est rendue maquilleuse dans une pharmacie. Elle est arrivée, là, tu sais. Puis il y a quelque chose de très noble là-dedans, puis d'attachant puis de touchant là-dedans, tu sais, fait que en même temps, ben toutes ce qui vient autour qui peut être ridiculisé et dont on peut rire est là, tu sais. Un autre truc dont je parle beaucoup avec ma blonde au lieu de faire l'amour, c'est Gabi Gravel aux Oliviers, que j'imagine que tu as collaboré au texte si tu l'as écrit. C'est moi qui l'ai écrit. Collaboré, oui. Tu as écrit ce texte-là. Un truc que j'ai trouvé génial puis qui m'a donné une leçon de comédie, c'est que Gabi Gravel est montée devant tous les humoristes, puis elle a tout planté. Elle a été plus drôle que tout le monde. Ben ça, c'est Florence. C'est Florence.
Et la générosité de François Morancy aussi. Tout à fait. Parce que être un straight man comme ça et de vraiment de, tu sais, tu laisses pas juste laisser le plancher, mais tu laisses quelqu'un que tu connais pas qui commence, puis tu te fais bouc émissaire de cette personne-là, mais avec aucune retenue, puis vas-y. Ah, mais c'est un super passeur. Je trouve que c'était une belle combinaison de vous deux. Vous trois maintenant, Florence, François et toi. Et c'est un truc que ça me donne une leçon de comédie, parce que des fois, j'en suis coupable. On a une espèce de personnage de scène, ou une espèce de... On n'est pas connecté à une vérité. Ce personnage-là, s'il marche, ce numéro-là, s'il marche, tout est vrai, tout est touchant, tout est connecté, il n'y a rien de phony. Il n'y a pas une joke, mais ça, c'est une joke. La mécanique va marcher, tout est... Ça m'a donné une bonne leçon. Encore une fois, c'est le génie de Florence là, qui se lance à 400. Une vulnérabilité totale avec ce personnage-là. Là, puis en même temps, comme elle me disait, elle est arrivée sur scène, elle était terrorisée pour vrai. Là. Mais elle l'a juste utilisé dans son personnage. Puis... Oui, elle rit, elle sait pas mettre ses mains. Exactement. Fait que, elle a utilisé ce qu'elle ressentait, mais en même temps, c'était dans la vérité totale. Là, totale? Mais je trouve que c'est une belle leçon de création. C'est une belle leçon aussi pour vivre. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut commencer à écrire la comédie il y a 22 ans? Qu'est-ce que tu lui dis? Dans un milieu... On est en 2021. Il y a 22 ans, il veut commencer à écrire la comédie. Écris. Okay. Mais écris beaucoup. Écris beaucoup. Il faut écrire beaucoup. J'ai eu l'avantage, comme je t'en parlais tantôt, de pouvoir faire de la radio, des sketchs. Et tous les jours, il fallait que je sorte 1, 2, 3 sketchs. Pas toujours bons, mais ça te développe un muscle de créativité, puis t'as pas de retenue, puis tu te juges pas et tu pour savoir ce qui est pas bon, pour faire des affaires pas bonnes. Exactement. Et les observer. Exactement. Puis plus t'en fais, plus t'as le luxe de corriger le parcours. Alors que si t'as dans ta tête, t'as ta vision que quand tu vas avoir l'opportunité, tu vas écrire le show, ça arrivera jamais, là. C'est comme... puis aussi, c'est aussi simple que, même rendu où je suis rendu, tant que j'ai pas commencé à écrire, je peux avoir les meilleures intentions du monde, mais si j'écris pas, il n'y a rien qui se fait. Et c'est là que l'angoisse aussi, ça peut embarquer, où tant que tu n'as pas commencé à défricher puis à faire tes erreurs sur papier, là, je suis rendu à un niveau où je peux... mes erreurs, idéalement, j'ai fait sur papier avant que ça se rende trop loin, et je l'ai fait toutes moi aussi, là, mais elles ne se rendent pas à une lecture. Fait que c'est écrire, puis trouver des façons, des opportunités d'être redevable à quelqu'un par rapport à ton écriture, mais pas écrire dans ta tête et pour toi, tu sais. Alors, écrire des choses qui vont être lues, qui vont être entendues, qui vont être vues dans l'humilité. Oui. Pour vrai. Puis faut que ça soit lu, il faut que ça soit entendu. Oh, moi, j'écris, mais je ne le montre pas à personne. Mais oui, mais... Le seul qui a réussi à faire ça, c'est Kafka. Puis t'es pas Kafka. Ben voilà. Tu peux pas être plate. T'es pas Franz Kafka. Je suis désolé. Ou peut-être, mais bref. Et on me dit qu'il est mort. On me dit qu'il oui. Alors voilà, tant pis pour lui. Génial. Il aurait pu faire ses sketchs devant tout le monde, mais il a choisi de mourir. Je ne juge pas. Mais... Sur ces mots extraordinaires, je veux tout d'abord te remercier de t'être présenté. Merci à toi, c'est très agréable. Je veux ensuite te remercier pour ton art. Je suis extrêmement redevable de toi. Je me suis beaucoup inspiré de toi. Je me suis beaucoup inspiré de ta méthode de création. Je me suis beaucoup inspiré de ta carrière. T'es une des raisons pourquoi, quand je voulais lâcher, je m'étais dit, si Marc le fait, moi, je peux le faire. Autant dans mon stand-up, autant dans mon podcast. T'es vraiment, vraiment, vraiment une lumière quand je suis perdu. Merci pour ce que tu as fait pour les humoristes de ma génération, parce que tu as aidé beaucoup d'amis à moi. Tu as aidé Phil Audrey, tu as aidé Catherine, tu as aidé beaucoup Karine, tu as aussi aidé énormément Adib. Merci d'avoir donné des voix à ces talents-là. C'est extrêmement généreux de ta part. Et merci. Et juste souligner que tu es un des gars les plus aimés que je connaisse. Hein? Pour vrai. Tu es tellement aimé par... Personne ne me le dit jamais. Je ne sens que la hargne et la haine. Non. Pour vrai, t'es vraiment aimé. Les gens sont adorables. Mais j'ai vraiment c'est un privilège. Je travaille avec des gens que j'aime, qui ont du talent. C'est quétaine à dire, mais on est rendu après tant d'années, là, c'est ça qui te porte, puis c'est ça qui te fait que tu veux continuer, puis rencontrer des nouvelles personnes, puis travailler avec eux autres, puis développer des... si je regarde les carrières, comme je l'ai mentionné... ça commence par une audition, ça finit question de fixe, quand même exactement, génial. Ça n'a aucun sens, là.
Un truc que je devrais pas dire, mais il est trop tard, je vais le dire. Adib, t'as fait une fleur à Adib qui a parlé dans sa vie personnelle. Ouais. Une fois, tu as fait jouer un personnage de journaliste, enquêteur complètement fou. OK. Oui. Un sketch des années 60, un sketch Voilà. des années 70 sur l'avortement. Voilà. Et lui, quand il a joué ça, c'était une des plus belles fleurs dans sa carrière parce qu'il dit, lui, il est dans une période où tout le monde faisait jouer l'arabe de service. OK. Puis il était tanné. Puis il dit, c'est juste cet homme-là qui a réalisé que j'étais un comédien puis qui a vu au-delà de ça. Oh, Puis ça l'a vraiment touché. À ce jour, son compte personnel, c'est lui dans ce personnage-là. mon Dieu. C'est un des trucs qu'il a le plus... Quand il sortait de ce truc-là, ça l'a vraiment touché que tu aies pensé à ça, que tu as vu au-delà de ce que bien les gens s'arrêtent. Et tu vois, l'envers de la médaille de ce sketch-là, c'est que Philippe Audrey a donné une commotion cérébrale à Sonia en lui donnant un coup de pain français sur la tête. Fait que, c'est le yin, le yang, tout est dans tout. Ah, ça, c'est génial. Ben, on peut pas finir... Faut finir Voilà. là-dessus. On va finir sur Phil Audrey donne des commotions à des femmes. Voilà. C'est ça. Avec du pain français. Avec du pain français. Voilà. Merci, Marc. Merci beaucoup.